Il y a des décennies, le monde a subi une étrange transformation. Des fantômes maléfiques ont envahi la Terre, et l'humanité est entrée dans l'ère mythique. Les monstres ont pris le contrôle des villes, et pour survivre, les gens ont dû éveiller des classes et maîtriser des compétences, progressant en grade pour devenir toujours plus forts. Des guerriers éveillés ont commencé à combattre ces fantômes et monstres sur la planète Blue Star, taillant un espace pour que l'humanité puisse vivre. Sans aucun doute, c'est l'ère des porteurs de classe. Dans la Fédération Dragoncia, à l'Institut Échamp, la cérémonie d'éveil commence. L'instructeur de combat lui déclare aux étudiants que ce jour est directement lié au destin de chacun et souhaite que tout le monde éveille la classe dont ils ont toujours rêvé. Après tant d'années d'attente, le jour est enfin arrivé pour Fansu, un étudiant de première année à l'Institut, d'éveiller sa classe. Lui l'appelle à l'avant et Fansu répond immédiatement à l'appel. Alors qu'il se dirige vers le centre du cercle d'éveil, deux filles commandent son apparence et parient qu'il s'éveillera en tant que prêtre, déplorant qu'un si beau visage n'est peut-être pas cette classe. Un garçon à proximité répond, disant que d'être beau est inutile car les éveillés dépendent toujours de la classe qu'ils reçoivent, et ses amis approuvent, se moquant que les filles sont simplement jalouses. Lui observe le dossier de Fansu, orphelin de martyr, excellentes conditions physiques, et de magnifiques notes dans les matières académiques. Puis il comprend pourquoi tant de gens gardent un œil sur le garçon. Bang sautant la main au-dessus de l'autel, et une intense lueur dorée émerge du cercle magique, illuminant toute la cérémonie. L'explosion d'énergie est si puissante qu'elle attire l'attention de tout l'institut, et le public commence à crier d'émerveillement devant la réaction absurde. Certains ne peuvent pas croire ce qu'ils voient et se demandent si c'est vraiment possible, même avant de savoir quelle classe il a éveillé. Pendant qu'une fille loue Fansu comme s'il était déjà un dieu parmi les hommes, soudain, l'énergie dorée se transforme, et une sinistre force verte s'empare du terrain, secouant tout autour avec des rafales coupantes. Lu, émerveillé, réalise que le garçon parvient à déclencher une véritable vision du ciel et de la terre et se demande avec excitation, quelle incroyable classe a-t-il éveillé. Du vortex vert émergent des figures sombres, des chevaliers squelettes, des mages encapuchonnés et des créatures monstrueuses du monde des morts, entourant tous Fansu. Il lève le poing au milieu de la tempête verte et le système annonce le résultat. Éveil réussi. Classe nécromancien. Feng Du répète le mot avec surprise, se demandant si c'est vraiment sa classe. La scène revient sur le terrain et les rires moqueurs de trois camarades de classe brisent le silence. Ils se moquent qu'après tout ce tapage, Feng Du est fini par s'éveiller en nécromancien, disant que bien que ce soit une classe rare, elle se situe tout en bas des classes de combat. Tous les trois se moquent de lui ensemble, tandis qu'une fille regarde la scène avec suspicion. L'un d'eux plaisante même en disant que la force d'une classe n'a vraiment rien à voir avec les notes scolaires. Bang Du pense en lui-même, déclarant que le nécromancien semble puissant mais cache un défaut fatal. La classe nécessite une connexion suffisamment proche du monde des morts. Une main squelettique tend à travers des flammes violettes, et la voix continue en disant que la vie et la mort sont des opposés par nature. Alors comment un humain vivant pourrait-il comprendre le monde des morts? Cependant, Fangu lève la main et déclare qu'il est différent. Sa fiche de statut apparaît, nom, Fangu, classe, nécromancien, rang, apprenti de bas niveau, avec les attributs de force 1, constitution 1, agilité 1 et esprit 2. Un point traverse l'écran avec un rugissement, et le système apparaît devant lui pour féliciter l'hôte d'avoir éveillé le système d'expérience du monde des morts. Fangu regarde la lumière verte dans sa main et murmure que le code de triche qu'il attendait depuis 18 ans est enfin arrivé. Le système confirme qu'il a déverrouillé le système, le connectant automatiquement au monde des morts et créant un avatar pour lui dans ce monde. Grâce à cet avatar squelettique, Fangu pourra explorer le monde des morts, dévorer d'autres créatures mortes vivantes et monter de niveau pour devenir plus fort. Le système révèle aussi qu'il peut invoquer l'avatar squelettique dans le monde réel, mais prévient que cette expérience comporte des risques inconnus, et que l'hôte doit procéder avec prudence. Fangu observe le vortex devant lui et remarque que c'est une véritable expérience du monde des morts, le système semblant fait sur mesure pour un nécromancien. Un sourire apparaît sur son visage alors qu'il active l'invocation. Le cercle d'invocation s'ouvre avec une lueur intense et Fangu confirme que cette créature est son avatar dans le monde des morts. Le système explique qu'avant de l'invoquer définitivement, il peut brièvement posséder l'avatar et expérimenter le monde des morts par lui-même. Il révèle aussi que l'avatar squelettique peut dévorer d'autres créatures mortes vivantes pour augmenter ses attributs de base, et que les créatures qu'il vainc peuvent également être invoquées par l'hôte pour combattre dans le monde réel. Fangu comprend immédiatement la logique derrière cela et conclut que s'il tue assez de créatures, il aura une réserve d'invocation pratiquement infinie. Excité, il déclare que tout le monde des morts sera son terrain de jeu, mais pour l'instant il décide de garder l'exploration du monde des morts pour plus tard et ordonne au système d'invoquer immédiatement l'avatar dans le monde réel.
Le système confirme la demande et commence l'invocation de l'avatar squelettique. Un cercle magique vert s'ouvre dans les airs, brillant de symboles anciens, et le squelette apparaît complètement devant Fangu. Il déclare que cet avatar peut aussi être invoqué directement par lui dans la réalité, ce qui en fait son invocation la plus puissante. Pendant ce temps, à la cérémonie, l'instructeur appelle l'étudiante suivante, Beyao-chan, pour commencer son éveil. Deux filles s'approchent de Fangu et essaient de le réconforter, lui disant de ne pas se décourager, car même en tant que nécromancien, il peut encore obtenir un titre légendaire. L'une d'elles remarque le squelette debout à côté de lui et commente avec curiosité qu'il a l'air très cool. Non loin de là, trois garçons regardent la scène avec colère. L'un d'eux se plaint que même après avoir éveillé une classe considérée comme nulle, Fangu est toujours entouré de filles, et il se demande s'il pense pouvoir faire ce qu'il veut juste parce qu'il est beau. Un autre ajoute qu'il ne comprend pas comment un simple squelette pourrait être plus fort que sa classe d'assassins. Un troisième garçon se souvient avoir entendu que les nécromanciens novices ne peuvent invoquer que quelques squelettes par an et pense en lui-même que s'il détruit ce squelette maintenant, il pourrait considérablement retarder la progression de Fangu. Il lance une attaque rapide contre la créature, essayant de la détruire par surprise. Le squelette disparaît soudainement. Le garçon ouvre grand les yeux, ne comprenant pas ce qui vient de se passer, et crie avec perplexité, demandant comment il est possible que l'attaque ait simplement disparu. Le squelette apparaît en un clin d'œil juste derrière lui. Avec un coup brutal de son bras pointu, la créature frappe le harceleur en plein visage. En plein visage. L'impact est si fort que le sang éclabousse dans les airs et le corps du garçon est projeté en tournoyant, tandis que ses compagnons regardent, sous le choc. Il tombe violemment sur l'herbe, hurlant, incapable de croire ce qui vient de se passer. Toujours au sol, il rampe avec difficulté, essayant de se relever avec le visage couvert de sang et de sueur. Furieux, il se tourne vers Fangu et crie, exigeant de savoir ce qu'il pense faire. À l'intérieur, le garçon se demande avec irritation, comment ce squelette peut-il être assez puissant pour avoir détecté et contré une attaque surprise venant d'un angle mort? Mais il se convainc bientôt que quelle que soit la puissance de l'invocation, Fangu n'est encore qu'un mage squelette, et que son corps physique ne devrait pas faire le poids face au sien. Déterminé à le prouver, il fonce droit sur Fangu avec une lame d'énergie violette brillant dans sa main, hurlant qu'il va mourir. Fangu, imperturbable, lève la main et arrête facilement le poing de l'attaquant en plein air. Le garçon crie de surprise, incapable de comprendre comment il a pu le bloquer si rapidement. Fanso le regarde calmement et lui dit qu'il se surestime. Ensuite, il lance un coup de poing chargé d'une énergie verte crépitante directement sur l'attaquant. Le coup est si puissant qu'il l'envoie dans les airs, le faisant tournoyer tandis que le sang éclabousse partout jusqu'à ce qu'il retombe violemment sur l'herbe devant ses camarades terrifiés. Allongé sur le sol, il parvient à peine à laisser échapper un gémissement, complètement vaincu. Fanso se retourne simplement et dit que c'était ennuyeux. Un instructeur arrive sur les lieux, demandant ce qui s'est passé et pourquoi il y a un tel tumulte. Une étudiante explique que Laurentia a essayé d'attaquer Fanso par derrière mais a fini par être vaincu instantanément. Un autre camarade ajoute qu'il a été assommé d'un seul coup. Quelqu'un demande, intrigué, comment c'est possible? Comme on disait que les nécromanciens ont des corps physiquement faibles, alors comment Luranzia a-t-elle pu perdre contre Fansu comme ça? Deux camarades courent aider le garçon blessé, murmurant le nom de Fansu, encore choqué par ce qu'ils viennent de voir. Luranzia, blessé, crie, jurant de se venger et avertissant que Fansu le regrettera. La scène se déplace ensuite dans les couloirs de l'école, avec Fansu marchant seul pendant que le squelette le suit silencieusement derrière. Il s'arrête dans un coin isolé et marmonne que personne ne devrait le déranger ici, appelant le système à apparaître. Le système émerge devant lui sous la forme d'une sphère verte lumineuse et annonce que le moment est venu d'expérimenter le monde des morts, demandant si l'autre souhaite commencer l'expérience. Bang Seo réfléchit que cette expérience l'aidera à mieux comprendre le monde des morts, étant pratiquement un cours obligatoire pour tout nécromancien. Il pense qu'avec de la chance, il pourrait même dévorer d'autres créatures mortes vivantes, car rien ne renforce plus rapidement un nécromancien que cela. Il se demande néanmoins si tout se passera vraiment aussi bien qu'il l'espère. Il reconnaît, inquiet, que les créatures mortes vivantes sont extrêmement dangereuses, et il est difficile de dire qui finira par dévorer qui dans ce monde. Les risques et les récompenses vont de pair, pense-t-il, mais il décide quand même de continuer et ordonne au système de démarrer l'expérience du monde des morts. Le système répond que la demande a été prise en compte et lui demande d'attendre un instant. Pendant qu'il attend, Fangu pense en lui-même qu'il a attendu 18 ans ce système et ne peut pas gâcher une si belle occasion de devenir plus fort. Peu après, le système signale que la préparation est terminée mais avertit que l'expérience dans le monde des morts comporte des risques inconnus, demandant s'il souhaite vraiment continuer. Sans hésiter, Fangu confirme. Une énergie verte l'enveloppe complètement, et il sent que quelque chose va se passer.
L'instant d'après, le paysage change complètement. Un ciel rouge sang s'étend sur un cimetière désolé avec des arbres morts, des os éparpillés et une pierre tombale solitaire sous une lame gigantesque plantée à l'horizon. Tout autour de lui, des montagnes sombres et acérées entourent une vallée lugubre éclairée seulement par de petits points de lumière rouge flottant dans l'air. Il est enfin dans le monde des morts. Adoptant la forme de squelette, il observe son propre corps et reconnaît qu'il est exactement le même que la créature qu'il a invoquée plus tôt, confirmant que c'est bien l'expérience du monde des morts. Une fiche de statut apparaît devant lui. Avatar squelette, rang d'apprenti de bas niveau, attribut de force 1, constitution 1, agilité 1 et esprit 1. Aucun équipement, et la compétence armement d'os, un instinct de niveau apprenti de la race des squelettes capables d'utiliser les os pour se renforcer et forger de l'équipement avec 0 puissance d'âme. Surpris, il se demande si c'est vraiment une capacité innée appelée armement d'os. Il en conclut que cela doit être la capacité que l'avatar vient d'utiliser. L'avatar s'accroupit parmi les pierres et pense que, pour rester en sécurité, il doit forger une arme avant de rencontrer des ennemis. À cet instant, un grognement menaçant résonne alors que deux énormes bêtes semblables à des loups aux yeux rouges sortent des ombres, grognant en montrant les crocs et coinçant l'avatar squelettique. Il recule facilement, esquivant l'attaque. Pris par surprise, le squelette s'exclame qu'il se fait déjà attaquer et commente, tendu, que le monde des morts est vraiment aussi dangereux qu'il l'imaginait. Soudain, des mains squelettiques attrapent la jambe de Feng Gu. Le loup se jette sur lui et il pense que, maintenant, il est vraiment dans le pétrin. Puis il dit qu'il va enchaîner, et, en pivotant, il envoie un double coup de pied aux deux têtes de la bête, plaisantant que c'est comme deux pour le prix d'un. Mais le coup ne fait qu'égratigner le monstre, et le squelette se rend compte avec frustration que le coup de pied n'a absolument rien fait. Le combat continue avec acharnement, le loup attaquant à plusieurs reprises, tandis que le squelette essaie d'esquiver et de contre-attaquer. Il reconnaît que ce corps est plus difficile à contrôler qu'il ne l'imaginait et admet qu'il ne pourra pas gagner de cette façon. En courant à travers le terrain, il repère un tas d'os éparpillés sur le côté et écarquille les yeux, surpris par la découverte. Alors que les loups s'apprêtent à lancer leur attaque finale, il crie, les défiant de s'approcher. La compétence s'active, assemblage d'armements osseux, et les os se transforment rapidement en une faux tranchante dans ses mains. Avec un coup précis, il crie que la bête va mourir, enfonçant profondément la lame osseuse dans la bête. La créature pousse un grognement d'agonie alors que l'attaque fait mouche, mais la bête parvient à le mordre avec son autre tête. De retour dans le monde réel, dans le couloir de l'école, Fansu grimace soudain sous la douleur tandis que du sang coule de sa main. De retour dans le monde des morts, il réalise, choqué, que les blessures subies dans le monde des morts se reflètent réellement sur son vrai corps, et conclut que ce système est bien plus dangereux qu'il ne l'imaginait. Le squelette observe la tête du loup vaincu et pense que, puisque cette tête est de toute façon déjà morte, autant en profiter. Ses yeux brillent avec plus d'intensité. Il attrape la tête de la bête et la sépare du corps principal, déclarant qu'il fera servir la mort à ses fins. La lame osseuse s'abat de toute sa force sur le loup, l'éliminant instantanément. Reprenant son souffle, le squelette observe le résultat du combat devant lui, le corps inanimé du loup gisant au sol. Il reconnaît avec satisfaction que l'armement osseux est encore plus utile qu'il ne l'imaginait, et conclut que cela prouve une fois de plus à quel point une compétence système peut être puissante. Soudain, une flamme bleue commence à s'élever du corps de la bête morte, attirant son attention. Curieux, il tend la main vers la flamme, surpris par ce phénomène étrange. Alors qu'il s'approche, il ressent une faim soudaine et inexplicable s'emparer de lui. Une voix résonne dans son esprit, lui ordonnant de la dévorer, de la consumer, de devenir plus fort, d'évoluer. Sans résister à l'envie, il ouvre la bouche et absorbe complètement la flamme bleue. Une lumière bleue éclatante enveloppe sa main, et le système annonce que ses attributs ont augmenté. Sa fiche de personnage se met à jour, force 1,1, constitution 1, agilité 1, esprit 1. Il réalise que son attribut de force a augmenté de 0,1 et conclut que cela doit être l'effet de l'armement osseux. Immédiatement après, une autre notification apparaît, puissance de l'âme augmentée de 0,1. Intrigué, il se demande à quoi exactement sert cette puissance de l'âme. Le système explique que la puissance de l'âme convertie à partir de l'énergie de l'âme peut être utilisée pour déduire de nouvelles compétences, augmenter le potentiel de l'utilisateur et améliorer l'équipement, entre autres fonctions. Puis il comprend ce que cela signifie vraiment, explorer, tuer, dévorer, évoluer. C'est le cycle qu'il suivra désormais. Il conclut que tant qu'il continuera à chasser, il pourra grandir à l'infini. Soudain, il entend des pas qui s'approchent et tourne la tête, sur ses gardes. Devant lui apparaît une autre créature, un squelette encapuchonné, armé de deux lames courbes. Le système identifie la créature comme un squelette, une invocation jetable d'un autre nécromancien,
une créature morte vivante de niveau apprenti, au corps fragile et sans intelligence propre, dont la faiblesse se concentre dans sa flamme d'âme. Le squelette de Cheng-Gu réagit à l'attaque de son rival par une lueur intense, activant son armement osseux. Et le système confirme que l'hôte a réussi à forger l'équipement lance-d'os. Déterminé à ne pas gaspiller cet avantage, il s'avance vers le squelette vaincu et absorbe tout ce qui reste de la créature. Son agilité augmente de 0,11, avec sa puissance d'âme. Juste après, une autre augmentation arrive, cette fois en constitution, accompagnée de plus de puissance d'âme. Chaque victoire se transforme directement en force. Il observe les fragments d'os qui brillent autour de lui et sent que tout cela se transforme en sa propre force. Mais même après tous ces gains, il murmure que ce n'est toujours pas assez. Sa fiche se met à jour, force 3, agilité 2, constitution 2, esprit 2, puissance d'âme 10, puissance d'âme 10. Confiant, il affirme pouvoir devenir encore plus fort. De retour dans le monde réel, la scène montre le lycée Shen sous un ciel dégagé. Tengu marche dans le couloir à côté de Biao Chan, répétant encore à voix basse, perdu dans ses pensées, qu'il peut devenir plus fort, qu'il le peut. La fille l'appelle, essayant de le ramener à la réalité, et il sort de sa transe, surpris. Notant sa présence, il demande ce que fait Bao Chan ici. Là, elle remarque le sang sur sa main et le regarde avec inquiétude, disant son nom sur un ton alarmé. Un son d'alarme. Elle le gronde, lui disant que même si la classe qu'il a éveillée n'était pas idéale, il ne peut pas évacuer sa frustration en se blessant. Fangu reste confus, ne comprenant pas l'accusation. Puis il réalise qu'elle a tout mal interprété, croyant qu'il s'était blessé exprès. Il pense que la prochaine fois qu'il entrera dans le monde des morts, il devrait choisir un endroit plus discret pour le faire. Essayant de faire diversion, il dit qu'il va bien et que ce n'était qu'une égratignure accidentelle. Elle, méfiante, lui demande si c'est vraiment vrai. Les deux restent face à face un moment alors que l'atmosphère devient étrangement tendue entre eux. Puis il se souvient que le cours de méditation va bientôt commencer et propose qu'il revienne immédiatement. Elle accepte, mais à mi-chemin, Fansu ressent une vive douleur et ne peut la cacher. Baya Chan le retient immédiatement, alarmé, disant qu'il n'est clairement pas bien et qu'elle va l'emmener à l'infirmerie. Il insiste sur le fait qu'il va bien, tout en se disant que pénétrer dans le monde des morts a aussi des conséquences sur son corps physique. Une notification système apparaît l'avertissant qu'il a passé trop de temps dans le monde des morts ce jour-là et qu'il doit prêter plus d'attention à son état physique. Soudain, quelque chose attire son attention et ses yeux s'écarquillent. Le système révèle que ses propres attributs, ceux de son corps réel, ont également augmenté. Force 1,2, Constitution 1,1, Agilité 1,1. Et parmi ses compétences, invoquer un squelette apparaît, avec une option pour des compétences dérivables. Baya Chan, toujours inquiète, lui demande s'il est sûr que ça va. Banso remarque un autre détail important. Il dispose également d'une compétence dérivable qu'il peut développer. Surpris, il se demande si, comme les éveillés de niveau supérieur, il pourra lui aussi créer ses propres compétences. La scène se déplace vers le bâtiment principal de l'Institut Eken. Pendant un autre cours dans la salle de méditation, une femme aux cheveux rouges apparaît devant la classe et se présente comme Senonu, l'enseignante responsable de la matière. Elle explique qu'il s'agit de la technique de méditation de base correspondant à la classe de chaque élève et leur demande de visualiser leurs compétences de classe pendant la méditation. Senonu poursuit en expliquant que la méditation renforce l'esprit, un attribut qui sert de base à l'utilisation des compétences de classe. Elle rassure les étudiants en leur disant qu'ils n'ont pas besoin de se précipiter, car il est normal de ne pas réussir du premier coup. Après tout, même quelqu'un d'aussi talentueux qu'elle a eu besoin d'un demi-mois d'entraînement pour franchir ce premier pas. Pendant qu'elle parle, une invite apparaît devant Fansu. Le système a détecté une compétence qu'il peut apprendre, la technique de méditation du squelette, et lui demande s'il souhaite commencer à l'apprendre. Sans hésiter, il confirme. Une vague d'énergie verte l'enveloppe complètement tandis que des symboles et des runes tourbillonnent autour de lui à grande vitesse. Son visage se transforme un instant, à moitié humain et à moitié squelette, reflétant la fusion entre lui et son avatar dans le monde des morts. Le système confirme qu'il a bien appris la technique de méditation du squelette, et il est surpris par la rapidité du processus. La description de la compétence apparaît comme niveau apprenti de base. C'est une technique de méditation de non-mort capable d'augmenter lentement l'attribut d'esprit en visualisant un squelette. Il réfléchit que ce n'est pas étonnant qu'il l'ait apprise si vite, car cette méditation consiste simplement à visualiser un squelette. Pour lui, il suffit de regarder son propre avatar pour remplir pleinement la condition. De plus, il découvre quelque chose d'encore plus précieux. Tant qu'il n'est pas dans l'expérience du monde des morts, l'avatar squelettique continue de s'entraîner tout seul. Par la méditation. Ça signifie qu'il s'entraîne donc 24 heures sur 24.
Il conclut avec enthousiasme que ce système est véritablement le corps sacré inné d'un nécromancien. Une nouvelle notification apparaît. Le système a détecté le renforcement de l'esprit de l'hôte et lui indique qu'il peut maintenant réintégrer l'expérience du monde des morts. Il comprend alors qu'entrer dans le monde des morts consomme de l'esprit et conclut qu'il ne peut négliger l'entraînement ni de son corps principal ni de son avatar. Déterminé, il ordonne au système de lancer à nouveau l'expérience du monde des morts. Une fois de plus, dans ce décor sinistre, l'avatar squelettique se retrouve dans le paysage dévasté, les yeux bleus brillants, tandis qu'il repère une autre silhouette qui approche au loin. Sans hésiter, il avance avec une frappe tranchante d'énergie bleue, transperçant l'ennemi d'une coupe précise. Sa constitution augmente de 0,1, accompagné de plus de pouvoir de l'âme. Satisfait, il déclare que le moment est venu de chasser librement à nouveau. Une nouvelle notification apparaît. La compétence de l'avatar a atteint le niveau de compétence instinctive et peut maintenant être utilisée comme matériau pour déduire des compétences inconnues pour le corps principal. Avec un coût estimé de 10 points de pouvoir de l'âme, une compétence est déduite devant lui, lance d'os, ainsi que l'option de continuer à déduire plus de compétences. Enfin, il comprend ce que le système entendait plutôt par déduire des compétences, c'est-à-dire que ce processus ne peut réellement être effectué exclusivement qu'à l'intérieur du monde des morts. Le squelette lève les mains en position de prière. Avec une lueur bleue intense dans les yeux, il déclare qu'il est temps de commencer la déduction. Une flamme verdâtre en forme de point d'interrogation apparaît devant lui tandis que le processus d'analyse avance lentement. Peu après, le résultat apparaît. Déduction de compétences réussie. Lance d'os. La description apparaît devant lui. Niveau apprenti compétent. Condense une lance d'os pour la lancer sur les ennemis, infligeant des dégâts physiques perforants en plus des dégâts d'énergie de mort. La quantité, la puissance et la portée dépendent de l'attribut d'esprit et de la maîtrise de la compétence. Banso se rend compte avec satisfaction que la compétence se marie parfaitement avec l'arme qu'il avait forgée lui-même. À sa grande surprise, un arbre de compétences dérivées apparaît également. De la lance d'os naissent 3 branches, le bouclier d'os, la griffe d'os géante et la prison d'os. Il remarque que cela lui a offert un arbre de compétences complet. Il conclut qu'il doit accumuler encore plus de puissance d'âme pour continuer à évoluer. Au loin, il aperçoit un squelette et un chien squelette marchant ensemble. Il commente que c'est une belle coïncidence et qu'il utilisera ce groupe pour tester sa nouvelle compétence. Levant le bras, il lance la lance d'os, qui transperce tout sur son passage avec une lueur bleue dévastatrice, détruisant les squelettes fragiles en un seul coup. L'os de la lance vibre encore de l'énergie résiduelle de l'impact. Impressionné par le résultat, il reconnaît que cette compétence est bien plus puissante que celle de niveau apprenti qu'il possédait déjà, comme missile de mort et rayon affaiblissant. Il absorbe les restes des squelettes vaincus. L'agilité augmente de 0,05, ainsi que 0,05 de puissance d'âme. La force augmente encore de 0,05, accompagné de plus de puissance d'âme. Surpris, il remarque que les gains fournis par ces créatures mineures diminuent à chaque absorption. Sa fiche de stats se met à jour, force 3,1, constitution 2,05, agilité 2,05, esprit 2, puissance d'âme 10,2. Il conclut que le système ne lui permettra pas de farmer des attributs à l'infini sur les mêmes créatures faibles. Cela le pousse à avancer vers des zones plus dangereuses du monde des morts. Malgré tout, il décide qu'avant de perdre complètement l'accès à l'essence d'os de ces créatures faibles, il doit travailler encore plus dur pour dévorer les morts vivants de bas niveau restés autour, entourés de ces squelettes et des bêtes lupines qu'il a déjà apprivoisées. De retour dans le monde réel, dans la salle de méditation, Fangu laisse échapper un rire étouffé, distrait par ses propres pensées. Sanin Yu remarque son comportement étrange et s'approche, tirant légèrement sur le col de sa veste pour attirer son attention. Il l'interroge sérieusement, lui demandant pourquoi il est là à rire tout seul pendant que tout le monde travaille dur en méditation. Fangu bafouille, ne sachant pas quoi répondre. Lorenzia intervient, le provoquant. Il connaît la raison, Banso ne peut tout simplement pas méditer, d'aucune façon, vraiment d'aucune façon. Un autre étudiant demande si cela a du sens, car les classes rares obtiennent généralement de meilleurs résultats en méditation. Une troisième personne répond que seul un idiot penserait cela, car tout dépend de la classe rare en question. Un autre camarade complète l'explication en notant que presque personne ne s'éveille en tant que nécromancien et que la technique de méditation sur les squelettes apprise par cette classe est connue pour être incomplète. Il conclut ensuite que ce n'est pas une surprise que Fanso ait du mal à entrer ne serait-ce qu'en état de méditation. Bangso reste simplement silencieux. Shen Yunyu réprimande Fanso, lui disant qu'elle sait que la méditation est difficile pour sa classe, mais qu'il ne devrait pas abandonner, et qu'à cause de son manque d'effort, toute la classe perd du temps. Elle désigne ensuite Lorenzia comme exemple, louant son dévouement. En une seule séance de cours,
il a déjà réussi à visualiser la poignée de sa propre épée. Lorenzia, formant une flamme en forme d'épée orange dans la paume de sa main, répond avec une fausse modestie que le professeur exagère, disant qu'il a déjà saisi environ un tiers de la technique de méditation et ajoutant que cette vitesse de cultivation est juste celle d'un génie moyen. Lorenzia regarde Fan avec mépris et déclare que maintenant, il devrait pleinement comprendre la différence entre un nécromancien et les autres classes. Fan sourit simplement et commente calmement qu'une telle vitesse de progression est vraiment juste moyenne. En colère contre la provocation, Lorenzia répond immédiatement, disant que Fansu ne peut même pas entrer en état de méditation et qu'il devrait regarder sa propre situation avant de se vanter de quoi que ce soit. Imperturbable, Fansu libère une explosion d'énergie verte autour de lui, faisant reculer Lorenzia de peur. Shenonju crie le nom de Lorenzia avec alarme et lui ordonne de se concentrer. Elle se tourne ensuite vers Fansu et exige une explication. Elle affirme que le cours de méditation sert à apprendre à méditer et qu'il devrait garder cette agressivité pour le cours de combat pratique plus tard. Fansu répond calmement qu'il voulait juste que Lorenzia recule un peu. Il ajoute en souriant qu'il a fait ça pour pouvoir montrer au professeur ses propres progrès en méditation. Méditation. Les camarades de classe autour réagissent avec choc, demandant si Fansu a vraiment réussi à méditer. L'un d'eux minimise immédiatement l'exploit, disant que même s'il l'a fait, il aurait terminé au plus un dixième du niveau de base. Baoshan observe simplement la scène, murmurant son nom avec inquiétude. Puis Fansu active la technique de méditation du squelette devant tout le monde, une explosion d'énergie éclatant dans la pièce et balayant tout autour de lui. Lorenzia et un autre camarade de classe restent paralysés, incapables de croire ce qu'ils voient. Senonyu ouvre grand les yeux, incapable de comprendre comment c'est possible, et reconnaît auprès de Tonita qu'il a atteint le niveau de base de la technique de méditation du squelette en une seule période de cours. Derrière Fangu s'élève une ombre de squelette gigantesque, et il commente avec confiance qu'à cette vitesse, comparé à un génie moyen, il doit avoir 1 milliard de longueur d'avance. À ce moment, l'instructeur lui entre dans la pièce et commente que les progrès de tout le monde en méditation semblent très bons. Puis il annonce qu'il y aura un test le lendemain. Pangu demande avec surprise, quel genre de test sera ce? La classe panique, se demandant si le cours de combat pratique va commencer si tôt, car beaucoup n'ont pas encore saisi les bases de leur propre technique de méditation. Luranji en profite pour provoquer à nouveau Fansu, disant que le cours de combat pratique n'a rien à voir avec la méditation et que dans son domaine de spécialité, il veut voir comment un mage faible comme Fansu fait semblant de faire le malin. De retour dans le monde des morts, Fenggu avance à travers le paysage dévasté en direction d'autres squelettes. Fansu réfléchit qu'après avoir maîtrisé la technique de méditation du squelette, le temps qu'il peut rester dans le monde des morts a également considérablement augmenté. Il déclare qu'il ne peut pas se détendre. Il doit éliminer plus de créatures mortes vivantes avant que son esprit ne soit complètement épuisé. Il avance sans s'arrêter, criant qu'il en veut plus alors qu'il attaque un ennemi après l'autre dans une séquence impitoyable. À chaque coup, il en demande plus, taillant dans la horde avec une fureur grandissante. Fureur. La poussière et les débris envahissent le champ de bataille alors qu'il affirme qu'il peut encore tuer beaucoup plus de créatures. Essoufflé, il ralentit enfin son rythme. Entouré des corps des créatures vaincues, il reconnaît que son esprit est aussi presque à sa limite pour la journée. Une notification apparaît devant lui, le niveau de classe de l'hôte a augmenté et l'avatar de compagnon squelettique peut être renforcé. Satisfait, il commente que tous ses efforts n'ont pas été vains. Il confirme l'amélioration sans hésiter. Une intense lumière verte enveloppe complètement son corps tandis que la barre de progression de l'amélioration avance. Ses yeux brillent avec encore plus d'intensité au moment où le processus est terminé. Un nouveau profil d'avatar apparaît, squelette, niveau apprenti intermédiaire, force 5, constitution 3, agilité 3, esprit 3, équipé de compétences lance d'os grise inférieure, armement osseux au niveau instinct, et une nouvelle compétence, frappe brutale, au niveau débutant, avec puissance d'âme à 10. Surpris, il fait remarquer qu'il ne s'attendait pas à ce que l'amélioration elle-même lui accorde une nouvelle compétence supplémentaire. Nouvelle compétence. La description de la nouvelle compétence apparaît, frappe brutale, niveau apprenti. Le débutant libère instantanément une force énorme pour attaquer l'ennemi avec une puissance dépendant de l'attribut de force et de la maîtrise de la compétence. Ravi, il commente qu'avec cette compétence il pourra éliminer les créatures mortes vivantes beaucoup plus vite, mais ressent soudain un vertige sinistre. Il réalise, paniquant, qu'il était tellement distrait à admirer la nouvelle compétence qu'il a oublié que son esprit était déjà au-delà de la limite. La scène se déplace dans la cour de l'école Sheng en plein jour avec des étudiants marchant sur l'herbe. Fangu est assis sur les gradins, se serrant la tête et se plaignant de douleur, tout en murmurant que son esprit est encore trop bas. BN s'approche et demande ce qui ne va pas,
remarquant qu'il a l'air terrible toute la semaine depuis le cours de méditation. Il le cache en disant qu'il va bien et qu'il s'est simplement entraîné trop longtemps chaque jour. Cependant, il pense en lui-même qu'il ne peut laisser personne découvrir l'existence du système et décide que, à partir de ce moment, il n'entrera dans le monde des morts que lorsqu'il sera complètement seul. Non loin de là, 2 camarades de classe observent la scène et commentent avec moquerie qu'être nécromancien est vraiment une classe pourrie, puisque méditer un peu suffit à laisser quelqu'un aussi faible. L'autre ajoute qu'il ne devrait pas penser qu'il est si spécial juste pour avoir appris les bases d'une technique de méditation, car, après tout, ce sont les résultats de force qui parlent vraiment pour une classe. Agacé, Sao Chan se retourne et répond qu'ils exagèrent et que Fangu n'a rien fait pour les offenser. Sur la défensive, elle demande pourquoi ils insistent pour s'en prendre à Fangu tout le temps. Lorenzia répond avec mépris qu'il dit simplement la vérité. Banso se tourne directement vers Lorenzia et le défie en demandant s'il veut se faire tabasser à nouveau. Lorenzia le regarde sans se démonter et répond en demandant s'il pense vraiment qu'il est encore le même qu'il y a une semaine. Lorenzia lève la main, et une lame de feu se forme entre ses doigts. Il déclare qu'il a déjà appris une compétence de classe et qu'il n'a plus besoin que d'un seul coup pour le vaincre. Avant que la confrontation ne progresse, une voix grave interrompt tout, ordonnant à tout le monde de s'arrêter immédiatement. Surpris, ils reconnaissent que c'est l'instructeur Lu. Lui réprimande sévèrement Lorenzia, disant que l'académie leur enseigne des compétences pour qu'à l'avenir ils puissent tuer des fantômes maléfiques, pas pour qu'ils se battent entre eux. Embarrassé, Lorenzia murmure qu'il comprend. Puis Lu se tourne vers Fangu, qui est à côté de Biaohan, et commente qu'il a vu ses notes dans le cours de méditation, l'avertissant qu'il doit aussi s'efforcer dans le cours de combat pratique. Fangu répond immédiatement, « Oui, monsieur ». Alors que l'instructeur s'éloigne, Fangu pense en lui-même que Lu semble veiller délibérément sur lui. Peu après, dans un champ ouvert, Lu rassemble toute la classe et les élèves répondent docilement en chœur. Il ordonne à un assistant d'apporter tout l'équipement, et celui-ci confirme immédiatement. Les élèves regardent avec curiosité pendant qu'on pousse quelque chose de lourd au centre du terrain. Lu dévoile un mannequin d'entraînement de niveau apprenti et explique qu'il sert à tester la capacité d'attaque et de défense de chaque élève. Il précise que le mannequin a été calibré d'après le diablotin, l'unité la plus faible des boucs émissaires démons abyssaux, et que la défense nécessaire pour bloquer ses griffes directement est de 100 points. Un élève commente en touchant le mannequin qu'il a l'air tellement usé qu'il doute qu'on puisse le casser. Vas-y, Lu répète la question avec un sourire provoquant, demandant s'il pense vraiment cela. Il déclare qu'aucun élève de première année n'a jamais réussi à détruire ces mannequins et annonce que si l'un d'entre eux parvenait à en démonter un aujourd'hui en ne comptant que sur sa propre force, lui-même s'engage à demander une récompense de 20 points de contribution en son nom propre en tant qu'instructeur. La classe applaudit, impressionnée par la générosité de l'offre, et un élève commente avec enthousiasme qu'ils ont maintenant vraiment une raison de donner le meilleur d'eux-mêmes. Est-ce qu'il fonce au réfléchi d'un air calculateur qu'en ce monde, les points de contribution servent de monnaie et sont nécessaires pour acheter des objets et des compétences. Anxieux, les élèves se précipitent pour être les premiers à tester leur force, et Lu les organise en file, les avertissant qu'ils commenceront par les classes communes. Le premier élève s'avance, invoquant des flammes autour de ses mains, et attaque le mannequin en criant « boule de feu ». L'impact explose contre la poitrine du mannequin, engloutissant tout dans le feu. Lu vérifie le résultat sur la tablette et annonce que la capacité d'attaque était de 48 points, disant que l'élève doit encore s'entraîner pas mal. Surpris, le garçon demande comment le score peut être si bas, alors que le coup semblait plutôt puissant. Ensuite, un élève aux cheveux roux s'avance avec une faux à la main entourée d'une aura sanglante et attaque en criant « frappe mutilante ». Frappe mutilante. Le tableau affiche 47 points comme résultat de son attaque. Ensuite, un garçon aux cheveux verts à côté de lui tire une flèche lumineuse en criant « flèche pétrifiante ». Le tableau affiche 50 points. À côté du robot assistant, lui annonce que toutes les classes communes ont terminé leur test et que les classes spéciales restantes peuvent monter sur scène une par une. 2 élèves commentent avec découragement que, parmi tous ceux qui ont éveillé des classes communes, aucun résultat n'a dépassé 60 points. L'un d'eux conclut que ce n'est pas étonnant que Lu ait été si généreux avec le pari, car il leur serait impossible d'obtenir les 20 points de contribution. Un troisième se demande avec curiosité quel genre de score obtiendront les étudiants de la classe cachée. Fangu observe ses propres mains tandis qu'une énergie verte prend forme autour de lui et réfléchit que toutes ses attaques dépendent actuellement du squelette. Il se demande si le score du mannequin d'entraînement peut être accumulé cumulativement. Lorenzia s'approche de lui avec un sourire confiant et fait remarquer qu'à en juger par l'expression hésitante de Fangu, il sait sûrement déjà que sa capacité d'attaque est au plus bas. Fangu le regarde simplement sans réagir.
Laurentia s'élance en avant avec une dague et déclare qu'il va prouver la différence entre tout de suite après avoir appris une compétence de classe. Il attaque en criant « Dague fantôme ». Le tableau affiche 80 points, et se vantant devant Béochamp et Fanso, il s'exclame que cela démontre la puissance de la classe assassin fantôme caché. Béochamp l'interrompt sèchement, disant qu'il n'a pas besoin d'être si fier car il n'est pas le seul ici à avoir éveillé une classe cachée. Lui appelle l'étudiant suivant pour le test, un jeune homme aux cheveux roux connu sous le nom de Jeff Fan, la lame de la mort, qui répond immédiatement « Oui, monsieur ». Ses camarades commentent entre eux, se rappelant que Jeff Fan a éveillé la classe chasseur de démons et que dès son réveil, il a attiré l'attention de la direction de l'académie, qui a même formé un groupe de recherche exclusivement pour le suivre. L'un d'eux admet avec envie qu'il est curieux de connaître sa capacité d'attaque. Jeffen lève la main, et une lame courbe d'énergie verte crépitante se matérialise en réponse à son appel. Ses yeux brillent intensément tandis que l'arme vibre, prête à frapper. Il saute dans les airs et porte le coup en criant « Frappe de vengeance », percutant le mannequin de toutes ses forces. Le tableau affiche 65 points, et deux camarades commentent avec surprise que le résultat est à peine plus élevé que le leur. Mais Jeffen ne s'arrête pas là. Ses yeux brillent encore plus fort et il prévient qu'il n'a pas encore fini, pas encore. Il enchaîne un nouveau coup, et le combo vengeance fait rapidement monter le score à 69 puis à 88 points, tandis que les chiffres grimpent en flèche. Avec un coup final, le tableau atteint 100 points. Lou annonce, impressionné, que Jeffen a atteint une capacité d'attaque de 100, tandis que le jeune homme se tient fièrement avec son énorme lame courbe devant tout le monde. Regardant tout de loin, Fansu sourit en coin et conclut que si la capacité d'attaque peut être calculée cumulativement, détruire le mannequin d'entraînement ne devrait pas être difficile pour lui non plus. Il avance aux côtés de Bahanouchan. Devant tout le monde, Jeffen lève le menton avec fierté et déclare qu'aucun adversaire n'est capable de le surpasser. Lorenzia répond sans impression, disant que ce résultat n'est rien de plus qu'un score gonflé par une série de coups accumulés et que si elle avait su plus tôt, elle aurait aussi attaqué plus de fois. Ouah. Puis, soupçonneuse, elle demande à Jeffen « Où as-tu eu une compétence de combo, vu que t'es assassin ?» Lui appelle l'étudiant suivant, Biao-chan, qui répond immédiatement. Entourée d'une énergie verdâtre de vent et de feuilles, elle déclare qu'en tant que détentrice d'une classe cachée, elle ne peut pas se permettre de perdre si humiliante. Elle pousse un cri de vent, libérant l'attaque de toutes ses forces. Le tableau n'affiche que 31 points, et elle se plaint, frustrée, que la puissance de combat d'une classe de soutien est vraiment trop faible. Laurentia éclate d'un rire moqueur et demande si c'est tout ce qu'elle a après tant de vantardise. Agacée, Beyao-chan répond que si elle avait éveillé un assassin, sa capacité d'attaque aurait sûrement dépassé 80 points. Lui appelle le suivant, Jiu-Siku. Jiu-Siku, le mage de la tempête, tire 2 jets de vent condensé en criant « Missile de vent en chaîne ». Et le tableau affiche 72 points. Ensuite, Cao Yuan, le chevalier de la terre, avance avec un point blindé en criant « Impact de bouclier d'armure » et obtient 69 points. Shen Yang, le guerrier au marteau lourd, frappe de toutes ses forces en criant « Impact de marteau géant ». Il atteint 84 points. 3 camarades observent les résultats et commentent que même si tous ces scores sont bien supérieurs aux leurs, personne n'a encore réussi à atteindre les 100 points. L'un d'eux déplore que même si quelqu'un atteint 100, cela ne suffirait pas à briser le mannequin, donc les points de contribution de lui ne seront pas distribués. Un autre n'est pas d'accord et leur rappelle qu'un détenteur de classe cachée doit encore être testé. Un troisième complète, c'est vrai, il manque encore le dernier de la liste, le nécromancien Fansu. À proximité, Laurentia pense avec mépris que parier sur un nécromancien est stupide, car il ne pourra probablement même pas atteindre 10 points de capacité d'attaque. Quelqu'un acquiesce en riant. Laurentia continue de le provoquer, disant qu'il n'est même pas sûr que son squelette puisse tenir debout correctement. Fangu, qui a tout entendu, regarde Laurentia et lui demande s'il est si sûr de ne pas obtenir les 20 points de contribution. Laurentia rit et répond, bien sûr, quoi d'autre? Avec confiance, Laurentia pointe le mannequin d'entraînement et le défie. Si Fangu le brise aussi, il mangera lui-même ce mannequin d'entraînement devant tout le monde. Banggu sourit et répond qu'il l'a dit lui-même. Perplexe, Laurentia demande ce qu'il veut dire par là. Banggu demande à tout le monde de reculer de quelques pas. Laurentia se moque de lui, demandant s'il a peur que le résultat soit si désastreux que tout le monde le voit se ridiculiser. Banggu répond simplement que non, que des courants verts et des éclairs commencent à s'enrouler autour de son corps, et il explique calmement que la compétence qu'il s'apprête à lancer a juste besoin d'un espace relativement large, rien de plus. Derrière lui, un crâne fantomatique aux yeux bleus commence à se matérialiser au milieu des courants,
émettant un rire lent et répétitif qui résonne à travers le champ. Les camarades autour de lui ouvrent des yeux incrédules et demandent si ce sont vraiment 10 squelettes et si Fangu ne plaisante pas. L'un d'eux demande, n'a-t-on pas dit qu'un nécromancien fraîchement éveillé de niveau apprenti ne peut généralement invoquer que 2 squelettes? Un autre se demande, déconcerté, si Fangu est déjà passé directement au niveau de mage de fer noir. Au milieu de la scène, Liu se souvient, totalement émerveillé, que même sa Xinjiang, connue comme la nécromancienne la plus talentueuse de l'histoire, ne pouvait invoquer que 5 squelettes maximum à son premier éveil. À son premier éveil, elle regarde Fangu près du robot assistant et se demande avec incrédulité si son talent pourrait vraiment être encore supérieur à celui de son Xinjiang. Fangu, de son côté, se dit que heureusement il s'est un peu retenu, car sinon l'attention qu'il recevrait maintenant serait encore plus grande. Il donne sèchement l'ordre, vas-y, et le poing squelettique s'élance de toutes ses forces contre le mannequin d'entraînement. Mannequin. Lorangia ouvre de grands yeux, impressionné par la vitesse des créatures. Les squelettes avancent l'un après l'autre, frappant le mannequin à répétition sans lui laisser de répit. Le score grimpe rapidement, 30, puis 45, passe par 60 jusqu'à se stabiliser à 65. Quelqu'un fait remarquer que malgré tout ce raffut, la valeur d'attaque finale n'est pas si élevée. Un autre souligne que 65 n'est pas mal du tout, car beaucoup de guerriers n'atteignent même pas ce chiffre. Un troisième conclut que même en attaquant avec autant de squelettes à la fois, les nécromanciens restent trop faibles. Lorangia éclate de rire et demande si c'est tout, seulement 65 points, et ajoute avec mépris qu'en moyenne un seul squelette ne peut même pas frapper avec 10 points d'attaque. Banso sourit simplement et l'avertit de ne pas s'inquiéter, car ce n'est que le début. Perplexe, Lorangia lui demande ce qu'il veut dire, se demandant si ce n'est pas simplement un barreau d'honneur inutile. Avec un sourire confiant, Fangu déclare que si 10 squelettes ne suffisent pas, alors qu'en est-il de ceux-ci? D'autres créatures d'os surgissent de toutes parts. La foule réagit, choquée. Béui s'exclame que Fansu se retenait depuis le début. 2 camarades comptent, stupéfaits, qu'il y a au moins 20 squelettes et se demandent si un nécromancien aussi puissant a déjà existé dans l'histoire. Elle sourit avec satisfaction, disant qu'elle a toujours su que Feng Shui y arriverait. Le panneau du mannequin d'entraînement commence à défaillir sous l'attaque continue et déclenche une alarme alors que le score passe à 97 au milieu d'une explosion d'étincelles. L'écran se fissure et affiche le nombre 108 avant de court-circuiter complètement. Une violente explosion consume entièrement le mannequin, obligeant le public à se protéger avec les bras. Pendant que la tablette de Liu émet un bruit sec et que son écran fissuré affiche un message d'erreur, les restes du mannequin volent par-dessus la clôture du camp, dispersant de la fumée dans toute la zone. Les étudiants crient de stupéfaction, disant que ce n'était pas 65 points. Bangu avait complètement dépassé la limite maximale que le mannequin pouvait supporter. Quelqu'un demande si c'est réel étant donné qu'il s'est éveillé il y a si peu de temps. Un autre conclut, essoufflé, que ce type n'est vraiment pas humain, pas humain. Lorenzia reste paralysée, fixant intensément la tablette cassée dont l'écran affiche le nombre 999 en vacillant. Il balbutie, essayant de comprendre comment la valeur avait réussi à dépasser la limite même du test. Le visage couvert de sueur, il ne parvient qu'à crier, totalement incrédule, demandant comment c'est possible. Bangso s'accroupit et ramasse par terre la tête cassée du mannequin d'entraînement, encore fumante parmi les débris. Il s'approche de Lorenzia et lui tend l'objet, disant calmement qu'il peut le manger maintenant. Comme il l'avait promis, balbutie Lorenzia, incapable de former une phrase. Acculé, il recule de quelques pas. Banso dit que s'il ne veut vraiment pas le manger, c'est bien aussi, mais déclare que s'il veut rester en vie, il ferait mieux de disparaître de sa vue pour toujours. Lorenzia s'éloigne la tête basse, jurant que la prochaine fois, il lui montrera de quoi il est capable. Bexiaoqian s'approche de Fangu, émerveillé par ce qu'elle vient de voir, et lui demande comment il fait pour être si fort, le suppliant avec enthousiasme de lui apprendre à cultiver de la même manière. Il esquive la question, disant que c'est simplement une question d'entraînement normal à la méditation. Lu s'approche aussi, félicitant Fangu et avouant que ce qu'il a vu lui a vraiment ouvert les yeux. Fansu répond modestement que l'instructeur exagère. Lu pose fermement la main sur son épaule et promet qu'il se battra personnellement pour lui obtenir une place sur la liste prioritaire de culture de l'école, connue sous le nom de liste des graines. La scène se déplace dans le bureau du directeur, où un homme aux cheveux blancs et au visage balafré examine des rapports sur son bureau. Il lit que sur les 10 000 nouveaux étudiants de toute l'école, 9 103 se sont éveillés avec succès tandis que 897 ont échoué, ce qui représente un taux de réussite d'environ 91%. Il continue à lire et note qu'un total de 85 étudiants ont éveillé des classes rares, dont le chevalier de terre Cao Yuan, le tireur de chance Beokuan, le mage de tempête Jiu Siku,
le chasseur de démons Jifan, et d'autres sur la liste. Tout en évaluant les 100 places disponibles sur la liste prioritaire des graines, il décide que ces 85 étudiants peuvent entrer directement, mais en tournant la page, il s'arrête sur une photographie. Il lit à voix haute que ce nécromancien n'a aucun avenir. Feng Gu doit être laissé de côté. À ce moment, des pas pressés se font entendre dehors et quelqu'un demande la permission d'entrer. Entrez. Surpris, le directeur demande si c'est l'instructeur lui et ce qu'il fait là, alors qu'il devrait diriger l'entraînement au combat. Lu, feuilletant rapidement une pile de documents, annonce qu'il apporte un rapport urgent. Il fouille dans les documents pendant que le directeur demande pourquoi cette hâte, jusqu'à ce que lui trouve enfin ce qu'il cherchait. Tenant fermement le dossier, lui déclare le nécromancien Fansu et annonce qu'il le recommande officiellement pour la liste des graines de l'école. Masse. Le directeur se frotte le front, fatigué, et explique que la classe des nécromanciens a un grand potentiel théorique, mais l'histoire a déjà montré que transformer ce potentiel en force réelle est pratiquement impossible. Lui répond que la seigneur Xinjiang est nécromancienne, puissance rivalisant avec tout mage. Mage? Le directeur révèle que le père de Xinjiang était une légende à la retraite qui a investi toutes les ressources possibles en elle juste pour en faire quelqu'un de minimalement compétent. Il demande ensuite directement quel genre de capital possède ce Feng Gu pour mériter le même traitement. Lui pose quelque chose sur la table et répond qu'il sait que le directeur a servi aux côtés des parents de Fanshu. Le dos tourné, le directeur confirme, disant oui, c'était de véritables héros de la fédération. Le directeur garde le regard fixé sur la fenêtre et réfléchit que la liste des graines n'est pas à prendre à la légère. L'admission accorde bien plus que de simples ressources et exige un niveau de responsabilité équivalent. Lui répond que c'est précisément pour cela qu'il recommande Fanshu, et il remet au directeur ses évaluations les plus récentes des cours de méditation et de combat. Le directeur parcourt les documents incrédule et lit à haute voix que le garçon a maîtrisé la technique de méditation des squelettes dès son premier cours et a réussi à invoquer plus de 20 squelettes dans un vrai combat. Lui insiste, disant qu'avec un tel talent, Fanshu pourrait réécrire toute l'histoire des nécromanciens. Le directeur concède, disant qu'il n'a pas besoin d'en dire plus, ils évalueront ses résultats quand le champ de bataille simulé s'ouvrira. En observant la photo du dossier, le directeur murmure le nom du garçon, curieux de découvrir quelle sorte de surprise il réserve. De retour sur le campus, la Visu-chan rattrape Fanshuo, toujours impressionné, et lui demande comment il a réussi à invoquer autant de squelettes dès son premier vrai cours de combat. Il minimise l'exploit, disant qu'il n'y avait que quelques invocations supplémentaires, rien d'extraordinaire. Elle répond que la modestie exagérée n'est que de l'arrogance déguisée. Il rit simplement, insistant sur le fait qu'il ne considère vraiment pas cela comme un grand exploit. Cependant, intérieurement, Fanshuo pense qu'il ne peut pas lui dire que la puissance qu'il a montrée là n'était qu'une goutte d'eau dans l'océan comparée à ce dont il est réellement capable. Soudain, une voix l'appelle pour qu'il attende. Feng Shu se retourne, curieux. Jiafan s'approche et déclare avec conviction qu'il ne s'incline devant personne et que dans toute la classe, seul Feng Shu est digne d'être son adversaire. Bei Sochan reste sans voix, tandis que Feng Shu ouvre simplement les yeux, perplexe. Ne montrant aucun intérêt, Feng Shu rejette la proposition, disant qu'il n'a pas la patience de relever un défi d'un garçon qui essaie de jouer les mystérieux. Sochan trouve cela étrange. Jiafan lui crie d'attendre, ce n'est pas un simple défi, il veut Fanshu comme partenaire d'entraînement. Intrigué, Fanshu demande ce qu'il veut dire par là. Jiafan explique qu'après avoir éveillé la classe rare de chasseurs de démons, il a été recruté par la division de recherche correspondante, et pour faire avancer ses études, ils ont besoin qu'il ait un partenaire d'entraînement de force équivalente. Feng Gu demande calmement pourquoi il devrait accepter de participer au projet de recherche de quelqu'un d'autre. Jiafan lève un doigt déterminé et propose 10 points de contribution, assez pour couvrir 2 semaines d'entraînement, plus le gîte et le couvert. Feng Gu dit qu'il est satisfait et accepte la proposition. Jiafan sourit et déclare que c'est exactement ce qu'il attendait de son rival prédestiné. Yao Shan réagit avec surprise, demandant si Feng Gu a vraiment cédé si facilement. Sans perdre de temps, Jiafan leur fait signe de le suivre, disant qu'il n'y a pas de temps à perdre. Encore incrédule, Bei Yao Shan demande s'il vient vraiment de se vendre comme ça à ce garçon étrange. Feng Gu hausse simplement les épaules et répond, pourquoi pas. Ces 10 points de contribution ne sont pas à dédaigner. Intérieurement, Feng Gu pense que, d'ailleurs, ils ont probablement vraiment besoin de ces points à la maison en ce moment. En marchant, il se demande si Jiafan est une sorte d'héritier riche puisqu'il distribue les points de contribution si facilement. Aisyaku-chan répond qu'il n'est pas du tout un riche héritier. Tous ces points sont simplement une avance de la division de recherche. Feng Gu demande avec surprise si la division de recherche est vraiment aussi généreuse. Ouais, précise-t-elle,
ce n'est qu'une avance, ce qui signifie que Geffen devra tout rembourser plus tard. Elle ajoute sarcastiquement qu'au rythme où il dilapide son argent, il passera probablement les 20 premières années après l'obtention du diplôme à crouler sous les dettes. Bangui murmure simplement qu'il le comprend. Stéphane s'arrête devant un bâtiment imposant et les appelle avec excitation, leur demandant d'entrer enfin. Une fois à l'intérieur du laboratoire de la division, il montre fièrement les lieux et demande si ce n'est pas impressionnant. Bangui regarde autour de lui et se dit que le laboratoire est extrêmement bien équipé. Les privilèges d'un porteur de classe rare sont vraiment d'un autre niveau. Un scientifique aux cheveux verts et aux bras mécaniques s'approche et les salue. Il se présente comme Shen Qinzan, détenteur du rang argent de la classe éclaireur de tempête, et directeur de la division de recherche sur les chasseurs de démons. Bangui le salue poliment tandis que Baya Ochan se contente d'acquiescer. En observant le bras mécanique du professeur Shen, il pense que même s'il est affecté à la logistique et à la recherche, on peut toujours percevoir l'instinct de tueur d'un vétéran de première ligne. Shen Qinzan explique que récemment, dans le royaume secret abyssal, un autre chasseur de démons humains a atteint la couronne légendaire, réussissant à abattre un seigneur abyssal et démontrant une puissance de combat écrasante. Il poursuit en expliquant que pour cette raison, l'Académie militaire d'Asheng prend très au sérieux l'éveil de Geffen en tant que chasseur de démons et qu'ils ont formé cette division de recherche précisément dans l'espoir de libérer tout son potentiel. Shen Qinzan se tourne vers Fan Wu et révèle qu'il a également consulté son dossier, proposant avec un sourire de créer une division de recherche plus petite exclusivement pour lui. Nerveux, Fan Gu lève les mains et refuse poliment. Intérieurement, il pense qu'il n'a aucune envie de passer les 20 premières années après l'obtention du diplôme à être enterré sous les dettes. Imperturbable face au refus, Shen Qinzan sourit et les mène à l'arène de test de combat en direct. En descendant les escaliers, il explique que la division a déjà établi des protocoles de sécurité complets et qu'ils peuvent se battre de toutes leurs forces sans craindre les risques mortels. Il ajoute que pour que les deux puissent se battre à pleine capacité, chacun peut choisir 3 pièces d'équipement de combat dans l'arsenal. Contemplant les armes exposées, Feng Du pense que Jia Fan ne sera pas un adversaire facile. Sa vitesse et ses dégâts explosifs contrent directement la capacité d'invocation de squelettes. Entouré d'énergie verte crépitante, il décide que le moment est venu d'utiliser la déduction de compétences pour augmenter sa propre puissance de combat. Devant lui, la capacité d'invocation de squelette brille, prête à être améliorée. Alors que lance passe au niveau 2 et que bouclier d'os s'éveille au niveau 1, Geffen accroche son manteau sur le côté et se murmure qu'il est temps. Il affirme avec confiance qu'il a récemment maîtrisé la maîtrise des armes pour son arc épée et ajoute que même si Feng Gu parvient à invoquer 20 squelettes, il ne ferait toujours pas le poids face à lui. Feng Gu rit simplement et répond que c'est peut-être vrai, mais ajoute sérieusement que maintenant qu'il a réparti ses points de compétence, ça va changer. Sa fiche de personnage se met à jour entièrement. Tengu, classe nécromancien, rang apprenti de bas niveau. Force 1,5, agilité 1,3, constitution 1,3, esprit 2,5, statut âme scindée. Aucun équipement, avec technique de méditation du squelette apprise et améliorable, invocation de squelette apprise, plus lance d'os et bouclier d'os déjà à un niveau maîtrisé. Il fixe Geffen et le prévient sérieusement, espérons que nous ne serons pas déçus. À ses côtés, l'équipement emprunté brille, un bâton d'apprenti gris de qualité inférieure, un objet standard produit en série qui augmente légèrement l'efficacité des sorts, et une robe d'apprenti grise de qualité inférieure qui réduit discrètement les dégâts reçus. Stéphane sourit et déclare que c'est exactement ce qu'il attendait de son rival juré, ajoutant qu'une telle confiance est digne d'éloge. Cependant, sans attendre plus longtemps, il se précipite en avant, criant que le pouvoir qu'il a obtenu à la division de recherche est bien au-delà de la compréhension de Fan Gu. À l'extérieur de l'arène, les chercheurs regardent le combat, pariant sans aucun doute que Geffen gagnera, car ils l'ont surveillé pendant une semaine entière et n'ont jamais vu des instincts de combat aussi terrifiants. Liu apparaît et fait remarquer que Shankansen considère déjà le match comme joué avant même qu'il ne commence. Le scientifique est surpris par son arrivée inattendue et lui demande ce qui l'amène. Liu explique que 2 de ses meilleurs élèves s'entraînent, et qu'en tant que leur instructeur, il est naturel qu'il soit venu observer. Shen Qinzan demande curieusement s'il croit vraiment que Fan Gu peut vaincre Jiefan sans hésitation. Lui confirme que oui. Shen Qinzan estime que même si Fan Gu peut effectivement invoquer un grand nombre de squelettes, cela ne change rien au fait qu'il reste un simple mage physiquement fragile. Il ajoute ensuite, encore plus confiant, que Shen Qinzan révèle que la veille, Jiefan a saisi une capacité de déplacement exceptionnellement puissante et prévient que lui risque d'être surpris. Lui réagit, tendu. Geffen charge de toutes ses forces en brandissant une lame courbe, mais esquive facilement en reculant rapidement.
Fansu pense que Jefin est trop dangereux au corps à corps et qu'il doit augmenter la distance dès que possible. Mais Jefin ne lui laisse aucun répit. Il avance à grande vitesse avec son arme enveloppée d'énergie bleue et l'utilise comme un arc, le prévenant qu'il ne doit pas croire que la distance le sauvera. Il comble rapidement l'écart entre eux tandis que la lame fend l'air et que Fangu tente encore de fuir. Les yeux de Fangu brillent d'un vert intense tandis qu'il tient son bâton. Le cercle d'invocation s'ouvre complètement et 2 squelettes apparaissent à côté de Fansu, prêts au combat. Mais peu après, ils sont brisés par les flèches d'énergie de Geffen. Il continue d'avancer à grande vitesse, sa lame déchirant l'air en arc de lumière bleue. Pensant qu'il doit briser le rythme d'invocation de Fenggu à tout prix. Le coup atteint sa cible, et Fenggu jure entre ses dents en sentant que son invocation a été brutalement interrompue. Geffen réduit encore la distance, et Fenggu réussit tout juste à s'échapper, marmonnant que c'était trop juste. Il touche rapidement le sol de sa main et active un nouveau cercle d'invocation. Plusieurs squelettes émergent, l'un d'eux brillant d'un 3e œil vert intense. La commande invoquer un squelette est relancée. Depuis la salle d'observation, Shen Qinan, impressionné, note que la nouvelle génération est redoutable. Il se tourne vers lui et déclare qu'étant donné la performance de Fansu jusqu'ici, même s'il finit par perdre contre Geffen, il approuve déjà son entrée dans la liste des têtes de série. Lu l'interrompt et prévient le vieux Shen de ne pas s'emballer. Intérieurement, Lu pense, tendu, que le garçon est étonnamment calme et expérimenté pour son âge, et refuse de croire qu'il a déjà épuisé toutes ses cartes cachées. Pendant ce temps, Feng continue d'avancer à travers la horde de squelettes, en abattant un autre d'un coup précis, tout en sueur. Fangu admet, tendu, qu'il ne peut plus se retenir, lève son bâton au-dessus de sa tête et libère toute sa puissance. Une explosion d'énergie verte consume le terrain alors que la commande d'invocation de squelette est activée à nouveau, cette fois à pleine puissance. Dans la salle d'observation, tout le monde écarquille les yeux, bafouillant en comptant 30 squelettes d'un coup. Perplexe, il demande comment un garçon éveillé il y a quelques jours a pu autant améliorer cette compétence. Entouré par la horde grandissante, Jiffan sourit et admet que ce n'est pas mal du tout. Seule une puissance de ce calibre mérite d'être appelée celle de son rival prédestiné. Observant la scène, Fangu rabat sa capuche sur sa tête et pense, soupçonnant que Jiffan est encore trop calme, même entouré de tous ses squelettes. Sans aucun doute, il a encore une carte dans sa manche. Sans hésitation, Jiffan avance, taillant dans la horde un, criant coup après coup en détruisant les squelettes autour de lui. Un des crânes vaincus s'effondre au sol, réduit en poussière et en fragments. Avec des yeux brillants d'un vert lumineux, Jiffan avance à travers les restes squelettiques et déclare que cette distance devrait suffire. Une énergie crépitante s'accumule dans son corps. Enveloppé par une vague d'énergie verdâtre, Jiffan s'élance en avant avec un mouvement explosif. Sa carte secrète a enfin été révélée, charge de l'ombre. Shen Qinzhen regarde l'attaque avancer et déclare que tout est fini. Une fois qu'un mage est piégé en combat rapproché, impossible de résister à l'attaque de Jiffan. Lui reste simplement dans un silence tendu. Silence. Jiffan s'élance à travers la horde de squelettes, l'âme levée, criant « Frappe de vengeance !» contre la figure encapuchonnée devant lui. Mais Fangu, calme, murmure qu'il est tombé droit dans le piège. Un bouclier d'os se lève, bloquant complètement le coup dans une explosion de lumière. Projeté en arrière par l'impact, Jiffan crie, confus, demandant quelle est cette compétence. Shen Qinzhen, stupéfait, reconnaît une toute nouvelle compétence d'enigromancien. Liu ajoute, incrédule, que le garçon a déduit une compétence jamais vue tout seul et que c'est tout simplement impossible. Fangu s'approche de Jiffan et s'excuse. Il dit que Jiffan s'est révélé plus fort que prévu, et qu'il a donc dû recourir à quelques tactiques. Shen Qinzhen écarquille les yeux, incapable de croire ce qu'il voit, tandis que lui ronchonne que les tactiques de ce garçon sont vraiment sournoises. C'est alors que la vérité est révélée. Tout du long, Fangu a utilisé une cape de camouflage optique pour se cacher parmi ses propres squelettes, devenant impossible à distinguer au sein même de l'ORD. Désespéré, Jiffan inspecte le groupe de créatures qui l'entourent, jurant car il ne peut localiser le vrai corps de Fangu nulle part. Il crie, exigeant que Fangu apparaisse immédiatement. Acculé par l'impasse, Jiffan serre les dents, les yeux emplis de flammes vertes, et admet à contre-cœur que si ça continue, ils finiront par l'épuiser, petit à petit. Il n'a d'autre choix que d'utiliser cette attaque. Une énergie bleu-vert commence à s'élever puissamment autour de lui. Lu, choqué, demande à Huo comment il a déjà appris cette compétence à son niveau. Shen Qinzhen, sérieux, confirme. Malgré son temps de recharge extrêmement long, cette compétence offre des dégâts explosifs phénoménaux et la capacité de se désengager du combat. Les yeux brillants, Jiffan pointe le groupe de squelettes et déclare qu'il a trouvé la bonne cible.
Sautant dans les airs, son arme levée au-dessus de sa tête est complètement enveloppée d'énergie crépitante, il lance le coup ultime en criant « Charge céleste ». Tout en avertissant Fangu qu'il ferait mieux de se préparer à l'encaisser, Jefan pousse un cri de guerre, les yeux enveloppés de flammes vertes, et fonce de toutes ses forces vers la horde de squelettes. Le coup tombe comme la foudre. Sous la capuche de camouflage, un crâne aux yeux bleus sourit imperturbable, comme s'il savait déjà ce qui allait se passer. L'explosion consume tout autour, secouant complètement le champ de bataille avec la force de l'impact. Alors que la fumée commence à se dissiper, Jefan observe au loin une silhouette tomber au sol, tremblant encore des restes de l'attaque. Haletant, il déclare que la force de Fangu est vraiment impressionnante, mais que lui, Jiefan, a aussi assez de fierté pour ne pas accepter la défaite. Il crie qu'on appelle l'équipe médicale au plus vite, déclarant qu'il n'a aucun intérêt à prendre la vie de qui que ce soit. Dehors, dans la salle d'observation, Shen Qin célèbre le poing levé, tandis que Liu regarde, bras croisés, satisfait, et reste silencieux. Confus par leur réaction, Jiefan pense que les expressions sur leur visage sont étranges. Ce ne sont pas les regards normalement adressés à un vainqueur. Puis la vérité se révèle. Le corps frappé par l'attaque commence à s'effriter et à se transformer en poussière, prouvant que Fansu n'était pas là. Paniqué, Jiafan crie que ce n'est pas Fansu. Il ouvre grand les yeux alors qu'il réalise la situation avec horreur. Camouflage inversé combiné à un double camouflage. Fansu ne s'était pas déguisé en squelette. Il avait fait déguiser l'un des squelettes à sa place tandis que lui-même se déguisait en squelette. Les squelettes tombés commencent à attraper sa jambe. Puis, le vrai Fansu apparaît enfin, se tenant calmement derrière Jefan, avec son bâton qui brille en bleu. Il appelle Jefan par son nom et le remercie pour le duel honorable qu'ils ont mené. N'ayant plus rien à faire, Jefan lâche son arme. Acculé, il n'a d'autre choix que d'annoncer sa reddition, et sa voix résonne dans la salle, déclarant Fansu vainqueur. Épuisé, Jefan pense que les capacités utilisées plus tôt ont drainé une grande partie de son énergie et qu'il n'a plus de force. Chancelant, il commence à tomber, mais le squelette le retient par la poitrine avant qu'il ne touche le sol. Pendant qu'il est retenu, Jefan murmure, encore essoufflé, un sincère merci, merci. Avec un sourire confiant et un pouce levé, Fansu répond qu'il n'y a rien à remercier, car ce n'est qu'une forme de pitié pour le perdant. Alors que ses propres squelettes le transportent sur un brancard, Jefan crie furieusement que l'échec ne sert que de carburant pour devenir plus fort, et que ça se paiera, et qu'un jour, il montrera à Fansu de quoi il est capable. Rangeant son bâton, Fansu s'éloigne en marmonnant qu'il plaisantait et en se demandant si toute cette émotion était vraiment nécessaire. Shen Qian marche aux côtés de lui et admet à contre-cœur que, même s'il est difficile de le reconnaître, les compétences de combat de son compagnon Fansu ont dépassé toutes ses attentes. Il s'approche et commente en touchant l'épaule de Fansu qu'avec de telles méthodes fourbes, il deviendra inévitablement un maître de la tactique à l'avenir. Mal à l'aise, Fansu demande pourquoi cela ressemble plus à une critique qu'à un compliment. Lui demande curieusement si le sort de bouclier qu'il vient de lancer est une nouvelle capacité qu'il a créée lui-même. Fangu confirme que oui. Il explique qu'il l'a découvert par hasard en pratiquant sa compétence d'invocation de squelette, réalisant que deux nouvelles capacités avaient émergé, qu'il a nommé lance d'os et bouclier d'os. Shen Quinzaine et lui reste silencieux et immobile, complètement stupéfait. Lui tapote le dos du garçon, le secouant tout en riant avec excitation et en le félicitant de ne jamais cesser de surprendre. Fangu, secoué inconfortablement, demande à l'instructeur d'y aller doucement. Lui se tourne vers Shen Quinsan et suggère que puisqu'ils ont de l'équipement spécialisé là-bas, il serait intéressant de tester les nouvelles compétences de Fangu. Sans hésiter, Shen Quinsan est d'accord et dit qu'il se chargera de tout préparer immédiatement. Fangu dit avec lassitude que son esprit est épuisé et craint de ne pas pouvoir tester les deux capacités maintenant. Lui pose une main sur son épaule et lui assure qu'il n'a pas besoin de s'inquiéter d'un détail aussi simple. Surpris de voir les caisses être apportées, Feng demande si ce sont des caisses de bière. Luri le confirme, lui disant de boire directement à la bouteille, révélant qu'il s'agit en réalité de potions de récupération d'esprit. Fangu avale la fiole d'un trait, tandis qu'une énergie bleue crépite autour de lui, et il fait remarquer que c'est la première fois qu'il voit quelqu'un boire des potions de récupération comme de l'eau. Une fois rétabli, lui annonce que le test va commencer. Shen Quinzaine confirme que le mannequin est prêt, et Fan l'assure que son énergie est entièrement restaurée. Le robot démoniaque s'active et l'avertit qu'il doit attaquer exactement comme il l'a fait pendant le cours de combat réel. Fangu accepte calmement. Il lance la lance d'os directement sur le mannequin. L'impact enregistre une capacité d'attaque de 85 points. Impressionné, Shen Qin fait remarquer à un assistant qui enregistre les résultats que c'est une performance vraiment incroyable pour un étudiant nouvellement éveillé,
et il est encore plus impressionné en notant que c'est une capacité créée par l'étudiant lui-même. Vraiment? Lui annonce qu'ils vont maintenant tester la capacité défensive. Fango acquiesce. Le mannequin s'avance le poing en avant. Feng Gu lève le bouclier d'os juste à temps pour bloquer le coup, enregistrant une capacité de défense de 80 points. Lui analyse les résultats et conclut que l'attaque de Feng Gu rivalise avec celle d'un mage de tempête tandis que sa défense est comparable à celle d'un chevalier de la terre. Animé, lui tape de nouveau dans le dos du garçon et s'exclame que Feng Su est vraiment né pour être nécromancien. Mal à l'aise, Feng Gu demande à l'instructeur d'arrêter de le secouer, plaisantant sur le fait que les autres croiront qu'il essaie de lui casser les os. Shen Qinzhen s'approche et suggère que, puisque les compétences qu'il a créées sont excellentes, il vaudrait la peine de les enregistrer dans la banque de compétences. Curieux, Feng Gu répète le nom d'un air pensif. Il réfléchit que la banque de compétences est un centre de collecte de compétences créé par la Fédération, où chacun peut échanger des points de contribution contre les compétences qui y sont enregistrées. Shen Qinzhen ajoute qu'il y a une succursale de la banque de compétences de la Fédération au sein même de la division de recherche, disponible à tout moment. Banso le remercie et dit qu'il profitera de l'occasion. Bangu continue d'expliquer qu'après avoir amélioré ses compétences, il pourra utiliser les points de contribution accumulés pour les échanger contre d'autres compétences dont il pourrait avoir besoin. Banso le remercie, disant qu'il a compris. Une lourde porte grince en s'ouvrant. Bangu entre dans un espace complètement sombre et commente, confus, que cela devrait être une bibliothèque de compétences. Bien qu'il se demande pourquoi tout est si sombre là-dedans. Soudain, l'endroit s'illumine complètement. Les portes coulissent en émettant un son imposant, révélant une immense bibliothèque suspendue remplie d'étagères qui s'étendent à perte de vue. Impressionné, il reconnaît que cela est vraiment digne de la banque de compétences de la Fédération. Tout en marchant parmi les étagères gigantesques, il fait remarquer qu'il peut y trouver toutes les compétences qu'il connaît déjà. Il touche une sphère violette lumineuse qui émet un léger bourdonnement. Une fois activée, une notification apparaît. Les compétences lance d'os et bouclier d'os ont été enregistrées avec succès comme nouvelles compétences, lui accordant une récompense de 200 points de contribution. De plus, en tant que créateur des compétences, il recevra 50% des frais d'échange perçus pour celles-ci à partir de ce moment. Satisfait, il commente qu'il aura désormais une source de revenus constante. Il réfléchit qu'il n'a pas toujours l'opportunité d'entrer dans la banque de compétences, alors il ne peut pas partir sans en profiter pour en obtenir d'autres. Sa main glisse vers un livre sur l'étagère dont le titre brille, « Technique de méditation du squelette ». En ouvrant le volume illuminé, il déclare avec enthousiasme qu'il utilisera ses compétences comme base pour effectuer de nouvelles déductions, tandis qu'une notification apparaît l'informant qu'il dispose de 100 points d'énergie de l'âme pour le processus. Le système de banque de compétences détecte une compétence améliorable, la technique de méditation du squelette, et lui demande s'il souhaite consommer de l'énergie de l'âme pour l'améliorer, en lui offrant les options oui ou non. Sans hésiter, il acquiesce, les yeux écarquillés, en sueur froide. Bang Gu sent une énergie écrasante le consumeur entièrement et s'exclame, tendu, que c'est une aura de mort extrêmement puissante. La notification apparaît devant lui, la technique de méditation du squelette a été améliorée avec succès, tandis que la silhouette d'un roi squelette couronné se dresse, imposante, devant lui. Le squelette lance un livre en direction du protagoniste. Bang Gu tend la main et attrape le livre, incrédule, demandant si c'est vraiment pour lui. Il absorbe le livre lumineux tandis que des arcs d'énergie bleue crépitent autour de tout son corps. Une nouvelle compétence est révélée, technique de méditation du roi squelette. Sa description apparaît, une version améliorée de la technique de méditation du squelette capable d'augmenter la vitesse de méditation de 100% par rapport à l'original, en plus de renforcer toutes les compétences de la classe nécromancien. Le poing serré avec satisfaction, il reconnaît que cela augmente non seulement sa vitesse d'évolution mais renforce aussi la puissance de ses compétences. Toute cette énergie de l'âme dépensée n'était donc pas en vain? Il réfléchit que peu importe la puissance d'une compétence, elle nécessite toujours une quantité adéquate d'esprit pour pouvoir l'utiliser, et il se souvient que lors du combat précédent contre Jefon, son esprit était sur le point d'être complètement épuisé. Heureusement, il lui reste des points, alors il les échange pour une compétence d'énergie spirituelle. D'un geste décidé, il choisit présence spirituelle. La notification confirme que 20 points de contribution ont été consommés et que l'échange de compétences a été effectué avec succès. La description révèle que cette compétence augmente passivement le taux de récupération d'esprit des utilisateurs de magie et que, lorsqu'elle est activée, elle restaure immédiatement une quantité supplémentaire d'énergie spirituelle. Il note que le seul défaut de présence spirituelle est sa difficulté d'apprentissage extrêmement élevée, mais pour lui,
cela ne pose aucun obstacle. Le système demande s'il souhaite consommer 10 points d'énergie de l'âme pour la maîtriser rapidement, et il confirme sans hésiter. Bichant. La compétence est maîtrisée avec succès. Il teste immédiatement son effet. Une énergie bleue tourbillonne autour de lui, et il confirme avec satisfaction qu'il y a une amélioration perceptible de la vitesse de récupération de l'esprit. Confiant, il pense que dans son état actuel, s'il devait affronter à nouveau Jefon, il pourrait simplement l'écraser avec toute une armée de squelettes. Il continue de fouiller les étagères et rassemble une pile de livres, entrelacements de vignes, sorts de marais, sorts de murs de terre, sorts de toiles d'araignée et rayons affaiblissants. Il dit qu'il peut aussi les échanger pour les utiliser comme référence pour de futures déductions de compétences. La notification confirme que 60 points de contribution ont été consommés. Il réfléchit que posséder des capacités ne suffit pas. Il a aussi besoin d'équipements assortis pour compléter l'ensemble, alors il s'arrête devant une vitrine d'objets. Nascas. Il se souvient qu'un utilisateur apprenti de bas niveau, rang F, ne peut utiliser que du matériel inférieur gris-blanc. Il plonge la main dans la vitrine et une notification confirme que 40 points de contribution ont été consommés et que l'échange d'équipements est terminé. Les objets obtenus apparaissent devant lui, un chapeau de mage apprenti gris inférieur qui augmente légèrement l'esprit maximum, un collier d'apprenti qui améliore légèrement la vitesse de récupération de l'esprit, et 2 anneaux d'apprenti qui réduisent légèrement les temps de recharge des compétences. Équiper l'ensemble complet active un bonus, l'ensemble complet de mage apprenti, qui augmente la vitesse d'entraînement et le taux d'évolution de la maîtrise des compétences de 10%. Satisfait, il range tout et sourit, commentant que cela rendra son évolution beaucoup plus rapide. Son profil final est complètement mis à jour. Fangu, classe nécromancien, rang apprenti de bas niveau, force 1,5, agilité 1,3, constitution 1,3, esprit 2,5, état d'âme divisé, équipé de l'ensemble complet de mage apprenti et de la technique de méditation du squelette maîtrisé et améliorable. Invoquer un squelette maîtrisé, lance d'os et bouclier d'os au niveau expert, et présence spirituelle au niveau débutant. Il contemple tout ce qu'il a accompli et conclut avec satisfaction que la récolte a été vraiment abondante. La banque de compétences de la Fédération est exceptionnelle, exactement comme Feng Shui l'avait prévu. Il remarque avec surprise que la projection du roi squelette couronné flotte toujours là, et il murmure qu'il avait presque oublié. Le clone squelettique a aussi besoin de compétences compatibles pour suivre toute cette évolution. 3 livres volent dans sa direction, maîtrise des armes, parade, et cri de guerre. Il les ramasse, disant que ces 3 compétences sont essentielles pour le clone squelettique. La notification confirme 30 points de contribution consommés. Échange de compétences réussi, rangeant le livre de maîtrise des armes. Il commente que malgré tout le prestige de la banque de compétences, elle consomme vraiment une grande quantité de points de contribution, et il se demande s'il pourra obtenir un autre travail aussi bon que celui de partenaire d'entraînement à l'avenir. De retour dans la cour de la division de recherche des chasseurs de démons, lui demande comment tout s'est passé et s'il a réussi à apprendre de nouvelles compétences. Fangu confirme que les gains ont été énormes cette fois. Soudain, Jefan l'interrompt en criant qu'il n'accepte pas le résultat du duel précédent. Il le défie à nouveau, lui offrant une potion et disant que la dernière fois il ne connaissait pas les tactiques de Fangu, mais cette fois il le vaincra rapidement. Banso demande s'il est sûr de vouloir un nouveau défi maintenant, puisqu'il vient d'améliorer ses propres compétences. Jefan déclare avec détermination qu'il n'est pas prêt à se contenter de la 2e place pour le reste de sa vie et qu'il donnera tout pour le vaincre. Cette fois, Fangu observe que cela compte comme un entraînement supplémentaire et exige le paiement de plus de points de contribution. Michen commente que tant que Jefan est d'accord, il n'y a pas de problème. Au final, il devra payer la note lui-même plus tard. Fangu accepte le duel et rend la potion à Jefan, l'avertissant qu'il pourrait en avoir besoin. Surpris, Jefan ne parvient qu'à marmonner dans la confusion. Sans attendre davantage, Jefan crie le nom de Fangu et se lance directement dans l'attaque. Dès le début, il déchaîne son coup le plus puissant, charge céleste. Observant de loin, B commente que Jefan a utilisé sa technique ultime dès le début du combat et reconnaît que son instinct de combat est vraiment brillant. Lui dit qu'une attaque éclair est le seul chemin possible vers la victoire. Levant la main, lui se demande comment Fan va gérer ça maintenant qu'il a acquis de nouvelles compétences. En réponse, un énorme cercle d'invocation s'ouvre sous les pieds de Fangu, illuminant toute l'arène. B demande s'il va simplement répéter la même invocation de squelette qu'avant. Sport. Lui crie non, alarmé. Fangu observe la quantité sans cesse croissante devant lui et marmonne incrédule en regardant le compteur. Une tour colossale de squelettes émerge du sol, bien plus grande que tout ce qu'on a vu auparavant,
tandis que le grondement résonne dans toute l'arène. Lu, complètement stupéfait, crie que ça n'a aucun sens. La masse de créatures s'écrase sur l'attaque de Geffen dans une vague de lumière verte aveuglante, enveloppant toute l'arène dans une explosion dévastatrice. Depuis le nuage de poussière, Shen Qinzhen et Liu regardent la scène complètement stupéfaits. Shen Qinzhen se demande si la force de Geffen est devenue encore plus grande qu'avant et explique que le garçon a en fait réussi à comprendre et à améliorer sa propre capacité pendant le combat précédent. Transpirant, Feng Gu fixe Geffen et commente que ce coup était bien plus fort que le dernier. Calmement, face à l'immense horde de squelettes, Feng Gu dit que malheureusement pour lui, ses propres capacités sont également devenues plus fortes, même si ce n'est que d'un petit peu. Jiafan crie son nom en alarme, les yeux grands ouverts et en sueur froide. Il voit les squelettes aux yeux bleus se rapprocher de lui avec un claquement sec. Paniqué, il les supplie de ne pas frapper son visage, mais il était déjà trop tard. La raclée commença sérieusement. Quand la poussière retombe, Shen Qinzhen se frotte la tête et suggère qu'ils en restent là pour leur séance d'entraînement. Regardant Jiafan allongé par terre, Feng ajoute qu'il ne pourra probablement pas s'entraîner pendant une semaine entière. Shen Qinzhen demande s'il n'a vraiment aucune intention de fonder une association de recherche dédiée aux nécromanciens. Fanso refuse, disant non merci. Là-dedans, il se dit que si une enquête officielle découvrait qu'il possède un système, ça deviendrait un problème vraiment trop grave. La scène se déplace à l'intérieur de la banque de compétences. Une femme aux cheveux roses, portant une armure élégante et une longue cape, marche entre les étagères. Intriguée, elle s'arrête devant une section précise. Surprise de voir de nouvelles compétences de nécromancien dans la zone du répertoire de compétences, elle attrape un livre vert sur une étagère haute. La notification apparaît, Susano a consommé 20 points de contribution. Échange de compétences réussi. Elle feuillette le volume, lit à voix haute les noms lance d'os et bouclier d'os, et commente, impressionnée, qu'elle ne s'attendait pas à voir des sorts de la catégorie os utilisés de cette façon. Celui qui a créé ces compétences est sans aucun doute un véritable génie. Déterminée, elle avance à grands pas, déclarant qu'elle doit immédiatement en parler à son père. La scène coupe vers le bureau de Su Tianqua, où une voix demande curieusement ce qui ramène encore une fois le professeur Lu. Lu insiste pour demander à nouveau que Feng Su soit inclus sur la liste des graines. À ses côtés, Shen Qinzhen confirme qu'il soutient aussi la demande. Su Tianqua prend une gorgée de café et demande, sérieusement? Pourquoi même le vieux Shen se joint à cette folie, car même si le nécromancien obtient de bons résultats maintenant, il trouvera difficilement à l'avenir des compétences adaptées à sa force qu'il pourra apprendre. Shen Qinzhen révèle que Fan Su a déjà réussi à maîtriser complètement 2 compétences de nécromancien tout seul. Surpris, Su Tianqua s'étouffe et recrache le café qu'il était en train de boire. Il s'essuie la bouche et rétorque que comprendre une nouvelle compétence n'est pas si important. Ce qui compte vraiment, c'est leur efficacité. Lu commence à expliquer son raisonnement, disant que la véritable puissance de ces compétences avant qu'il ne puisse finir sa phrase, la porte s'ouvre soudainement. Susano entre dans la pièce avec les 2 livres et s'exclame avec excitation que 2 nouvelles compétences de nécromancien viennent d'être ajoutées au répertoire de compétences. Stupéfait, Su Tianqua répète le mot compétence de nécromancien incrédule, complètement enveloppé d'énergie osseuse crépitante. Succinant explique qu'elle n'a appris les 2 compétences que superficiellement et que même sans les maîtriser complètement, leur efficacité est déjà impressionnante. Elle se tourne vers son père et demande s'il sait qui a créé ces compétences. Su Tianqua hésite, ne sachant pas quoi répondre. Rayonnante, Succinant déclare qu'elle veut devenir l'apprentie de cette personne. Dehors, sous le ciel ouvert, la voix de Su Tianqua résonne, prévenant que malheureusement, ce ne sera pas possible. Elle demande curieusement pourquoi, et la scène coupe vers l'intérieur d'une salle de classe où Fan Yu reste immobile en méditation, tandis que l'explication de Su Tianqua complète la pensée à distance, parce qu'il n'est encore qu'un étudiant. Soudain, Geffen fait irruption dans la pièce, le pointant dramatiquement et criant que son rival juré doit le défier en duel tout de suite. Fan soupire et demande s'il est sérieux. Une fois de plus, imperturbable et toujours les mains jointes, Fan demande combien de fois il l'a déjà défié. Il suggère qu'il est peut-être temps de s'entraîner au lieu de monter de niveau de cette façon. Geffen sourit avec confiance et l'avertit que cette fois, c'est différent. À côté de lui, Beiyan réagit avec confusion, ne comprenant pas de quoi il parle. Il explique fièrement que grâce à l'aide de Beiyan ces derniers jours, sa force a énormément évolué et que cette fois, il vaincra sûrement Fan Yu. Irritée, elle répond que c'est lui qui a supplié à genoux devant tout le monde et qu'elle n'a accepté de l'aider que pour mettre fin aux rumeurs. Fan Yu, curieux, demande si c'est une sorte d'assistance pour augmenter la force.
Beya confirme en disant que ces derniers jours, en dormant, elle a saisi une compétence de soutien très utile appelée Kunason. Elle explique que la compétence accélère la vitesse de récupération de l'énergie spirituelle et en même temps améliore l'efficacité de la méditation ou de l'entraînement. Elle termine en prévenant que la compétence ne peut être utilisée que 3 fois par jour, et Jiafan avoue fièrement qu'il dépense 2 points de contribution par semaine juste pour avoir cette chance. Feng Yu pense, sans être impressionné, que ce garçon va passer sa vie sous les dettes. Jiafan insiste avec confiance qu'il est sûr de gagner cette fois. Soudain, les yeux de Feng Yu s'écarquillent alors qu'il a une idée. Si cette compétence améliore la méditation et l'entraînement, elle devrait aussi fonctionner sur son squelette. Pressé, il attrape le bras de Beiyuan et lui demande si elle peut lui vendre les utilisations restantes du champ de Kuna. Gênée, elle répond que ce n'est pas impossible. Jefin proteste en criant qu'il n'aime pas être ignoré. Sans perdre de temps, Fanso lève la main et invoque un squelette en pleine pièce. Il se tourne vers Jefin et lui dit qu'il peut jouer avec ce squelette pour l'instant, et de ne pas oublier de transférer les points de contribution plus tard. Furieux, Jefin crie en le maudissant et en disant qu'il n'a pas le droit de le sous-estimer avant de se ruer sur les 3 créatures. Fanso se tourne vers Baya au chant et lui demande d'utiliser le chant de Kuna sur lui. Elle accepte et commence à chanter tandis que des notes de musique verte lumineuse enveloppent Fanso et il s'agenouille, laissant la compétence agir pleinement. Dans le monde des morts, son avatar reste assis en position du lotus sous une lune rouge sang, tandis que des flux d'énergie verdâtre s'élèvent lentement de son corps au milieu du paysage désolé. Enveloppé dans l'aura verte du champ de Kuna, l'avatar déclare avec satisfaction que l'effet s'étend véritablement au clone squelette aussi. Sa nouvelle fiche est entièrement révélée. Clone squelette, rang apprenti de haut niveau, force 8, constitution 7, agilité 7, esprit 6. Équipé d'une lance en os grise de basse qualité et des compétences suivantes, arme en os au niveau inné, frappe brutale au niveau expert, fente au niveau expérimenté, maîtrise des armes au niveau expérimenté, blocage au niveau compétent, et cri de guerre au niveau compétent, avec 50 points d'âme. En regardant les ennemis approcher au loin, il déclare que c'est le moment parfait pour les utiliser comme test, évaluant l'effet de toutes les nouvelles compétences du clone en pratique. Le squelette avance avec une masse vers le protagoniste. Sans hésiter, il lance la lance d'os sur l'ennemi le plus proche. Une autre attaque est dirigée contre lui, et il se défend en utilisant la compétence blocage, réduisant les dégâts subis grâce à une posture défensive parfaite. Son arme brille avec la maîtrise des armes, tandis que de l'énergie bleue crépite sur la lame. Il esquive un coup direct avec un mouvement de parade précis, ses yeux tournent rapidement. Il avance et ordonne une attaque, enfonçant la lame avec toute sa force. Des fragments d'os se dispersent avec l'impact tandis que l'ennemi est réduit en ruine. Il absorbe les restes de la créature vaincue, gagnant plus de force et de points d'âme. Satisfait, il reconnaît que même avec le bonus du système qui l'augmente de 10%, le champ de Kuna est vraiment une compétence divine. D'autres créatures monstrueuses approchent au loin, avançant directement vers lui. Il esquive l'attaque avec agilité. Ensuite, il avance et détruit les squelettes. À chaque victoire, les gains s'accumulent. Sa force et ses points d'âme augmentent continuellement à chaque absorption. Il regarde autour de lui et se demande s'il reste encore toute une légion de morts vivants. Puis il décide que si c'est le cas, qu'il en soit ainsi. Il rugit, les défiant tous de venir d'un coup. Le rugissement résonne puissamment sur le terrain, activant son cri de guerre, un cri capable d'inspirer la ferveur et d'augmenter temporairement ses 3 attributs de base, force, constitution et agilité, tandis que toute une vague de guerriers squelettes avance derrière lui, renforcés par le même effet et prêts au combat. À chaque frappe, les gains s'accumulent. Plus de force, plus d'âme. Il rugit à nouveau, déclarant qu'il peut encore devenir plus fort. Les gains se répètent à une vitesse vertigineuse alors qu'un ennemi après l'autre tombe devant lui. Soudain, quelque chose attire son regard au loin. Au milieu d'un champ couvert d'os et de restes épars, il ouvre grand les yeux, incapable de comprendre ce qui se passe. Devant lui apparaît une figure colossale, un ange osseux dont les ailes se déploient et éclipsent tout autour de lui. Petit devant la créature, Fanso murmure incrédule, se demandant si un boss est apparu de nulle part, là, dans la zone des débutants. La créature lève son épée gigantesque au-dessus de sa tête et abat le coup avec un impact tonitruant capable de secouer toute la terre autour d'elle. Il parvient à peine à rester debout, et Fanso pense que si ce coup le touche, il mourra certainement. Déterminé, il conclut que puisque se défendre est inutile contre une chose de cette taille, sa seule issue est de prendre l'initiative et d'attaquer. D'abord, il pousse son cri de guerre, faisant exploser instantanément ses attributs. Sans perdre son élan, il enchaîne avec une frappe de lance d'os, combinant l'attaque avec le style brise-armure. Ensuite,
il place une frappe fantôme précise et termine avec le style de destruction des bras, une séquence de coups éclairs répétés. Répétés contre le bras gigantesque de la créature. Sans effet notable, il recule, il recule. Le monstre attaque avec une résolution brutale, prenant Fang-Gu totalement au dépourvu. Quand le coup est sur le point de l'atteindre, à cette distance, il n'a pas le temps de réagir. L'impact le projette en arrière, lui arrachant un cri de douleur. L'ange d'os avance lentement vers lui, et Fang-Gu, encore en train de récupérer, pense qu'heureusement il a réussi à détruire un des bras de la créature plus tôt. Sinon, ce coup aurait suffi à briser chacun de ses os. Mais il ajoute qu'il reste encore un détail important. En observant attentivement la poitrine de la créature, il remarque un petit noyau bleu lumineux exposé entre les côtes. Satisfait, il reconnaît que le point faible de la créature est aussi exposé. Intrigué, il se demande ce que l'ange d'os prépare en levant sa griffe restante de cette façon étrange. Soudain, la créature se met à tournoyer à toute vitesse, enveloppée dans un ouragan d'énergie verdâtre. Il s'exclame avec alarme, se demandant si elle s'est vraiment mise à tournoyer comme ça. Face au danger, Fang-Gu murmure que c'est très mauvais. Enveloppé d'une aura dorée, l'ange d'os tournoie comme une scie géante, libérant toute la force centrifuge de son mouvement. Fang-Gu analyse rapidement la situation. La créature utilise la rotation pour compenser la force perdue avec son bras détruit, avec l'intention d'effacer toute la montagne d'un coup. Et ce qui est pire, au milieu de la rotation, il ne peut plus viser le point faible exposé. Réalisant que l'attaque est de nouveau dirigée vers lui, il se demande, perplexe, où ce squelette puise une volonté de combat aussi écrasante. Il s'enfuit dans une gorge étroite, pour se retrouver dans une impasse, maudissant sa malchance. Acculé, il serre les dents et décide qu'il n'a pas d'autre choix que de tout risquer. Il se prépare pleinement tandis que tout son équipement brille d'une intense lumière bleue. La lame rotative approche, et le simple vent provoqué par l'attaque suffit déjà à déchirer la chair et à broyer les os, mais il reste concentré, observant chaque détail du mouvement. Au milieu du tourbillon, il trouve enfin une ouverture. Il avance dans une explosion de vitesse, visant directement le point faible exposé. Avec un rugissement, il porte le coup final avec toute la force qui lui reste. Debout au-dessus de la créature vaincue, Fang-Gu se moque en regardant l'ange d'os tomber. Malgré son corps énorme, ses os sont trop fragiles. Il ferait mieux de rentrer chez lui et de prendre du calcium, hein? Le noyau de lame de feu est complètement exposé dans sa poitrine, brillant intensément. Fang-Gu reconnaît l'opportunité instantanément et crie que c'est le moment parfait, tirant la lance d'os directement sur le noyau exposé. La créature réagit avec panique, encore vivante, déviant de justesse l'attaque avec un mouvement défensif de sa propre aile. Battant fort des ailes, l'ange d'os s'élève dans les airs et s'échappe vers le haut. En bas, la lance haute, Fang-Gu murmure qu'il le savait déjà. Il était impossible que ses ailes soient simplement décoratives. Dans les airs, entourée d'une énergie dorée de plus en plus intense, la créature révèle sa véritable intention. Imperturbable, Fang-Gu déclare que son système n'est pas non plus là pour faire semblant. 3 symboles apparaissent autour de lui. Une toile d'araignée, un atome en rotation et une silhouette squelettique en mouvement, tandis qu'il fusionne et déduit une nouvelle capacité à partir du sort de toile d'araignée combiné avec l'armement d'os. Le résultat apparaît devant lui. Déduction de compétences réussie, prison d'os. La description révèle, niveau apprenti, compétent. Condense l'énergie magique des morts vivants pour former de solides entraves d'os qui immobilisent l'ennemi, gênant ses mouvements et sa capacité de combat. La force, la durée et la portée de la prison dépendent de l'attribut d'esprit et du niveau de maîtrise. Satisfait, il commente que c'est exactement comme prévu, expliquant que la déduction de compétences peut fusionner les propriétés d'autres classes, les transformant en compétences de morts-vivants encore plus puissantes. Il pointe son doigt vers la créature en fuite tandis que la foudre crépite autour de lui et se moque d'elle, demandant si elle aime tant voler. L'ange d'os réagit avec panique alors que des chaînes d'os explosent autour de lui, piégeant complètement son corps. La prison d'os a été activée. Avec des chaînes s'étendant de ses propres mains, Fang-Gu lui ordonne de tomber. Il tire les chaînes de toutes ses forces, criant qu'elle aille droit au sol. La créature plonge vers le bas, essayant encore de résister. Fang-Gu lui conseille de ne pas résister. Il prévient que plus elle résiste, plus il sera excité. Alors que son arme pulse d'énergie sombre et qu'un sourire sinistre apparaît sur son visage, un dernier éclair de lumière dévastateur transperce la créature de haut en bas. Debout sur le corps vaincu de l'ange d'os, Fang-Gu identifie la dernière flamme bleue restante comme le feu d'âme de la créature. Feu. Sans hésiter, il tend la main et l'absorbe d'un coup. Une explosion d'énergie l'enveloppe. Puissance d'âme gagnée, mais il fronce les sourcils, confus,
ne comprenant pas pourquoi, malgré avoir obtenu tant de puissance d'âme, son corps n'a pas grandi ne serait-ce qu'un peu. Le système explique que les 4 attributs ont déjà atteint la limite de la lignée et qu'il peut consommer de la puissance d'âme pour initier son évolution de lignée. Il comprend enfin. Il a déjà atteint la limite de sa propre lignée. Pas étonnant qu'il ait cessé de gagner des attributs. Contemplant le paysage désolé autour de lui, il se demande pensivement ce qui existe au-delà de ce ciel rouge et murmure qu'il veut le découvrir par lui-même. Le système apparaît devant lui. Lignée actuelle, squelette, rang apprenti. Voie d'évolution disponible, guerrier squelettique, rang fer noir. Coût, 100 points d'âme. Il lui demande s'il veut commencer. Il accepte sans hésiter. Une transformation intense commence à envahir son corps tandis qu'un noyau bleu palpite dans sa poitrine. Déterminé, il déclare que sa voie d'évolution commence officiellement. À ce moment, l'écran devient noir, montrant seulement la mention « Squelette fendu, évolution de lignée en cours ». Une phrase résonne dans le vide. Le chemin de la mort est le chemin du massacre. Le chemin du massacre est le chemin de l'évolution. Évolution. Il serre les dents en attendant la fin de l'évolution. Enfin, la transformation est terminée. Évolution vers guerrier squelettique réussie. Ses attributs augmentent tous à la fois. Force plus 30, constitution plus 30, agilité plus 30, esprit plus 30, esprit plus 30. Curieux, il se demande si la version évoluée apportera aussi un talent supplémentaire. La confirmation arrive, évolution réussie. Talent de lignée, roi squelette, débloqué. La description apparaît, roi squelette. Rang apprenti, 8. Niveau, une bénédiction accordée par la volonté du monde des morts aux plus forts, réservée uniquement aux membres les plus puissants de la lignée des squelettes. Cela augmente légèrement les dégâts infligés contre les squelettes et les créatures qui en sont issues. Cela réduit aussi légèrement les dégâts reçus de ces mêmes créatures. Il s'explique à lui-même, tandis qu'un petit squelette s'approche par curiosité, que c'est un bonus spécial destiné spécifiquement aux squelettes, ce qui lui permettra de vaincre encore plus vite les créatures du monde des morts. Pour tester l'effet, il encaisse volontairement le coup d'un squelette qu'il a attaqué par derrière, en chronométrant. Satisfait, il confirme que les dégâts reçus ont bien diminué. Désormais, il n'aura même plus besoin de se défendre contre les squelettes de bas niveau. Curieusement, il se demande si même l'armement en os peut être amélioré. Le système le confirme. Évolution de la lignée, ascension du talent, un nouvel armement en os est disponible. Il demande s'il souhaite effectuer l'amélioration avec les options oui ou non. L'amélioration est terminée. Armure débloquée. Acte, l'armure fusionne complètement avec son corps, transformant son apparence avec des plaques encore plus imposantes. Une description, armure d'os blanche, qualité commune. Armure formée à partir d'essence d'os qui augmente légèrement la capacité de défense physique. Satisfait, il sent que sa puissance a énormément augmenté. Ses yeux bleus brillent dans l'obscurité, accompagnés d'un sourire confiant et menaçant. Face à un petit squelette effrayé, Fangus s'excuse, prévenant qu'il devra l'utiliser pour tester ses nouvelles compétences. La créature pousse un cri aigu de pure terreur. Il avance avec une frappe tranchante et commente, presque par curiosité, si ce cri signifie que le temps est également compté. Le petit squelette réagit à la douleur en serrant sa tête tandis que ses yeux clignotent en vert. Toujours confus, il répète le cri sans comprendre ce qui se passe. Un impact dévastateur éclate dans les airs, détruisant complètement son corps. Calme au milieu de la destruction, Fangus s'excuse, disant ironiquement qu'il n'a laissé échapper qu'un peu de vent de son propre poing pendant un instant. En fusionnant avec l'armure d'os, les dégâts infligés contre les squelettes ont considérablement augmenté. Une petite notification apparaît, force plus 0,001, puissance de l'âme plus 0,0055. Cependant, il reconnaît avec frustration que tuer des monstres faibles là-bas n'augmente plus son niveau. Observant l'immensité qui l'entoure sous la lune rouge, il conclut qu'il doit avancer vers des régions plus profondes du monde des morts. Ses yeux s'illuminent en alerte à cause de quelque chose de soudain. Assis en position du lotus et serrant sa tête à deux mains, il grogne avec irritation que le combat contre le boss a pris trop de temps. De retour dans le monde réel, Fangus se réveille brusquement avec du sang coulant sur son visage, haletant et criant de douleur. Non. Behan court pour le retenir, alarmé, lui demandant s'il va bien car il vient de se blesser pendant la méditation. Intérieurement, il réfléchit qu'il s'est blessé en combattant le boss peu avant et conclut qu'il ne peut plus continuer à être aussi imprudent à partir de maintenant. Il le cache en disant qu'il va bien et qu'il a juste eu des problèmes pendant la méditation. Elle commence à insister avec inquiétude, mais une voix l'appelle de l'autre côté de la pièce. Il se retourne par curiosité.
Dafan avance d'un air décidé et déclare que les squelettes que Fang Yu invoque ne peuvent plus le retenir. Il saute dans les airs avec ses poings enveloppés d'énergie verte, criant à Fansu de l'affronter loyalement, face à face. Sans hésitation, Fansu lève la main et active la prison d'os. Suspendu aux chaînes, Zefan crie sans comprendre ce qui vient de se passer. Il proteste, disant que ce n'est pas juste, puisque Feng Gu a utilisé une compétence qu'il n'avait jamais vue auparavant, et insiste pour qu'il se batte à nouveau. Fansuo répond calmement que la prochaine fois, il devrait venir le chercher après avoir rassemblé suffisamment de points de contribution. Les compagnons qui les entourent commentent, intrigués, qu'ils n'avaient jamais vu cette compétence de prison d'os auparavant, spéculant si c'est peut-être une autre des créations personnelles de Feng Gu. Pendant ce temps, Jefin, toujours suspendu, leur crie d'arrêter de le regarder et d'aller le détacher immédiatement. En observant la scène, Biao Han se murmure, intrigué, se demandant jusqu'où la force de Feng Gu a réellement pu aller. La scène se déplace vers les escaliers de l'école. Il vérifie son téléphone et fait remarquer que vendredi est arrivé trop vite. Il réfléchit que depuis qu'il a éveillé ses pouvoirs, il a été si occupé à devenir plus fort que ça fait longtemps qu'il n'est pas rentré chez lui. Il arrive devant un bâtiment identifié comme le département d'échange de ressources. À l'intérieur, un employé demande s'il a besoin d'aide. Banso demande de convertir 10 points de contribution en 100 000 pièces dragon. Yashi demande curieusement si ce n'est pas dommage de convertir en argent des points de contribution si durement gagnés. Bangu répond que ça va, car il a besoin de cet argent maintenant, donc c'est ainsi. Elle accepte et lui tend une mallette, lui faisant savoir qu'il peut revenir vers elle pour de futurs échanges. Il la remercie. La mallette à la main, il réfléchit qu'avec cette somme, leur situation devrait s'améliorer un peu. Il arrive dans un endroit appelé l'orphelinat nuage, un jardin tranquille où des enfants jouent librement pendant qu'une gardienne les surveille de près et les avertit de faire attention à ne pas tomber. Une femme aux cheveux bruns fait remarquer en souriant que ces enfants sont vraiment pleins d'énergie et se demande combien d'entre eux parviendront à éveiller leur pouvoir à l'avenir. Une petite fille court vers elle, appelant sœur Ro. Ro. Fansu s'approche, portant une mallette dans une main et un sac de provisions dans l'autre. Quelqu'un crie son nom avec excitation, et il confirme que oui, il est revenu. Les enfants courent vers lui avec impatience, demandant s'il a apporté quelque chose de délicieux. Ro les gronde, leur disant qu'ils sont des gloutons puisque le frère Fang Gu vient d'arriver et qu'ils ne pensent qu'à manger. Pendant ce temps, un petit garçon à l'arrière marmonne avec embarras, espérant que personne ne le découvre alors qu'il cache de la nourriture juste pour lui. Elle l'assure plus sérieusement qu'il y en a assez pour tout le monde. Elle s'approche et demande à voix basse s'il a entendu dire que l'école a organisé le test d'éveil, voulant savoir quel était son résultat. Fang Gu lui dit qu'il a réussi. Il est maintenant nécromancien. Elle sourit de soulagement et dit que c'est merveilleux et que le plus important est d'avoir éveillé ses pouvoirs avec succès. Un petit garçon à proximité entend tout et s'exclame avec enthousiasme qu'être nécromancien semble très cool. Et qu'il veut convoquer un squelette un jour aussi. Bangso lève la main, et 2 petits squelettes apparaissent devant les enfants, dans une version miniature de l'invocation. Les enfants crient de joie, appelant leurs amis pour jouer ensemble, trouvant ça petit et amusant et se disputant pour tenir le crâne. Bang Gu tend la mallette à Ru, expliquant que c'est pour le directeur de l'orphelinat. Elle demande curieusement, qu'est-ce que c'est? Une voix sarcastique interrompt le moment, commentant que la scène est beaucoup trop touchante. Fang Gu se retourne, aux aguets. Un homme musclé et tatoué, avec des chaînes en or autour du cou, s'approche d'un pas lourd, demandant avec un sourire tordu si son arrivée interrompt leur moment privé. Plus loin, tout un groupe de voyous apparaît à l'entrée de l'orphelinat. Bang demande qui sont ces gens. Ruru s'avance et affronte l'homme, exigeant de savoir ce qu'il fait là, lui rappelant qu'ils avaient déjà convenu de payer dans quelques jours. Dans quelques jours, le protagoniste marmonne qu'ils n'ont pas l'air amicaux du tout. Le chef du groupe la pousse violemment, grognant qu'elle ose retarder le paiement dû au clan de la griffe de tigre. Il déclare que c'est la date limite et prévient que s'il ne paie pas maintenant, le terrain de l'orphelinat donné en garantie appartiendra au clan de la griffe de tigre. La petite Shinyin court vers elle, inquiète, appelant son nom pendant que l'homme éclate d'un rire menaçant. Il crie que le plus grand fauteur de troubles du monde est arrivé et continue de provoquer. Mais la brave petite fille lui tient tête, lui criant de ne pas oser maltraiter Ruru. Sans hésitation, il s'apprête à lui donner un coup de pied, l'insultant et lui ordonnant de dégager. Ruru crie le nom de la fille en désespoir, mais avant que le coup de pied ne l'atteigne, une figure squelettique apparaît et intercepte l'attaque, retenant le pied du voyou. L'homme paralysé exige de savoir ce que c'est, bordel. Bangu s'avance, sombre et imposant, les avertissant qu'il ferait mieux de s'excuser ou ils en subiront les conséquences. Il pose une main protectrice sur la tête de Sinin, qui le regarde avec soulagement et dit son nom.
Un des voyous murmure précipitamment au chef que le garçon est un nécromancien. Le boss répète le mot avec curiosité, libérant sa propre puissance de classe. Il se révèle être Liu, l'artiste martial du visage fantôme, enveloppé de flammes oranges crépitantes, raillant qu'une ordure comme lui n'a pas ce qu'il faut pour jouer les héros. Fanguin plisse les yeux, reconnaissant que cet homme est aussi un détenteur de classe. Il demande directement qui sont exactement ces gens. Il explique qu'ils appartiennent à la compagnie d'équipement d'entraînement Griffe de Tigre et révèle, agacé, que les enfants de l'orphelinat sont à l'âge parfait pour utiliser leur matériel d'entraînement. Elle explique qu'elle et le directeur ont contracté un prêt pour acheter l'équipement à l'avance afin de ne pas retarder l'entraînement des enfants. D'un air sombre, elle révèle que ces hommes, bien qu'ils semblent être de simples marchands d'équipements d'entraînement pour détenteurs de classe, dirigent en réalité une opération d'usure clandestine. Il ajoute qu'avec les intérêts qui s'accumulent, l'orphelinat est loin d'avoir assez d'argent pour rembourser la dette. Alarmé, Fanju demande pourquoi on ne lui a pas dit plus tôt. De retour à l'affrontement, Liu ordonne au garçon de s'occuper de ses affaires, l'avertissant que 100 000 pièces dragon, ce n'est pas quelque chose qu'il peut se permettre de payer. Sangu lance la mallette dans sa direction et déclare « Voilà 100 000 pièces dragon, et... maintenant, tu peux disparaître. » Liu ouvre la mallette, les yeux brillants à la vue de l'argent scintillant, et fait remarquer à l'un de ses voyous que c'est vraiment 100 000. Le voyou hésite, soupçonneux, murmurant que l'argent semble louche. Liu lui crie de la fermer et jette la mallette à Rabi. Il explique d'un ton menaçant que son patron lui a ordonné de s'assurer qu'ils obtiennent le terrain de l'orphelinat et qu'en comparaison, 100 000 ne signifie rien. Il avertit le garçon qu'il se fiche éperdument de cette monnaie de poche et annonce que, comme ils ont tant tardé à payer, les intérêts ont couru et qu'ils doivent maintenant 500 000 pièces dragon, et elle choquée, Ruro répète le montant, incrédule. Avec un sourire en coin, Fan Wu fait remarquer qu'ils ne sont venus là que pour chercher la bagarre. Lui ricane avec défi, demandant ce qu'il y a de mal à ça et remettant en question si un groupe de misérables comme eux mérite vraiment d'occuper une terre si précieuse. Il ordonne à ses hommes d'attaquer, déclarant que le gang de la Griffe de Tigre s'emparera de cette terre aujourd'hui. Les voyous sourient, impatients de se battre. Imperturbable, Fan juge risible de l'affronter en nombre avec des voyous, puis invoque des squelettes. Le voyou blond, tirant une bouffée de sa cigarette, se fiche de choc. Toute une escouade de squelettes aux yeux brillants se matérialise derrière Fangu, qui leur ordonne à tous de s'agenouiller et de s'excuser. Il les prévient, sinon ils devront faire face aux conséquences. En sueur, le voyou blond exhale une bouffée de fumée tout en observant de près l'un des squelettes. S'avançant vers le squelette, Liu demande pourquoi tout le monde a si peur, affirmant que les nécromanciens sont les détenteurs de classe les plus faibles qui existent. Se vantant, il déclare que même une personne ordinaire pourrait facilement détruire le squelette invoqué par un simple étudiant. Pendant que le voyou murmure que le boss est vraiment une bête, de l'autre côté du jardin, les voyous commencent à chasser les enfants, criant des ordres pour sortir tous ces morveux d'ici et leur hurlant de dégager le passage. Alors que l'un d'eux se moque, demandant si des morveux indésirables comme eux rêvent vraiment de devenir détenteurs de classe un jour. Xing pleure de terreur, suppliant que quelqu'un la sauve. Furieux devant la scène, Fanshu déclare que c'est lui qu'il cherche et ordonne à ses squelettes de se disperser pour le combat. Le chef blond rit avec mépris, disant qu'il croyait vraiment qu'un tas de sacs d'os pourrait les arrêter, et ordonne à ses hommes de leur montrer de quoi ils sont faits. Un voyou s'avance avec une massue à pointe, criant à la créature de mourir. De près, l'œil du squelette brille en bleu, impassible face au coup reçu. La créature contre-attaque avec une rotation tranchante, prenant le voyou complètement par surprise. La main squelettique écrase la main de l'homme, qui hurle de douleur, incapable de croire que la force de ces créatures n'est pas normale. Observant de loin, à côté de Ruro et voyant Fangu approcher, lui murmure, intrigué, que le garçon ressemble à un simple étudiant. Alors pourquoi les squelettes qu'il invoque sont-ils si forts? Déterminé, lui entre personnellement dans la bataille, déclarant que quoi qu'il en soit, un nécromancien insignifiant n'est pas à sa hauteur, et libère sa propre capacité, coup écrasant d'os. Ruro crie désespérément à Fansu de s'écarter, réagissant juste à temps. Il lève un bouclier d'os, bloquant l'attaque avec précision. Stupéfait, Liu ne peut pas croire que le coup a été réellement bloqué. Bloqué, sans perdre de temps, Fangu contre-attaque avec prison d'os. Des chaînes explosent dans les airs et piègent Liu Gu en plein saut, qui crie dans la confusion, demandant « Qu'est-ce que c'est ?» Les chaînes le projettent de toute leur force contre le sol, provoquant une violente explosion. Liu Toz, étourdi par le choc furieux, crie que le gamin le paiera cher, jurant qu'il le tuera. Derrière lui apparaissent deux squelettes avec des tronçonneuses, pressant leurs armes contre le cou du voyou.
En silhouette, Feng Gu ordonne à Liu de s'agenouiller et de s'excuser, ou meurt, ou meurt. En sueur, Liu bafouille, incapable de prononcer un seul mot. Debout au-dessus de lui, Feng reste imposant tandis que Liu, enfin vaincu, admet qu'il avait tort. Un silence tendu s'empare des voyous, aucun d'eux n'osant dire quoi que ce soit d'autre. Entouré par les squelettes gardiens, tout le groupe s'incline, implorant le pardon à l'unisson, tandis que Feng Gu leur ordonne froidement de ramasser l'argent et de disparaître de sa vue. Humilié, Liu grince des dents en silence tout en suant froid. Le groupe fuit précipitamment le long du chemin, le chef criant à tout le monde de s'enfuir de là. Alors qu'il s'éloigne, le voyou blond demande s'ils vont vraiment laisser passer ça. Irrité, Liu répond en lui demandant exactement ce qu'il attend d'eux. Peut-il lui-même vaincre ce garçon? Assoiffé de vengeance, Liu décide qu'ils attendront que le garçon parte puis lui tendront une embuscade, De retour à l'orphelinat, Ruro demande à Feng Gu, impressionné, comment il est devenu si fort. Il répond avec un sourire confiant que peut-être la classe qu'il a éveillée est simplement trop forte. Les enfants l'entourent avec excitation, le traitant de héros pour avoir vaincu tous les méchants et les avoir chassés en un clin d'œil. Il tapote la tête de l'un d'eux et leur dit de s'entraîner dur pour qu'un jour ils puissent devenir aussi forts que lui. Les enfants acquiescent avec excitation. Bangui demande à Ruro de l'emmener voir grand-mère Yoon. Elle accepte. Alors qu'ils traversent le jardin, il demande si la santé de grand-mère Yoon s'est encore aggravée. Ruro explique qu'elle est très vieille maintenant et qu'elle a toujours souffert de certaines maladies. Elle ajoute que grand-mère a trop travaillé dans sa jeunesse pour élever tout le monde et qu'il n'est pas facile de guérir la racine de cette maladie. Il fait remarquer qu'en le voyant si prospère maintenant, grand-mère sera sûrement très heureuse. Asa. En entrant dans la pièce, la femme âgée lève les yeux avec surprise et demande si Ongu est revenu. Il dit que les choses vont très bien pour lui à l'école Eken. Il ajoute qu'il est venu pendant la pause pour voir comment elle et les enfants vont. Elle répond affectueusement que le simple fait qu'il soit revenu suffit, lui demandant pourquoi il a apporté autant de choses avec lui. Ruro interrompt et dit à grand-mère Yoon que Feng Gu a grandi et vient d'aider à rembourser les dettes de l'orphelinat avec du matériel d'entraînement. Grand-mère Yoon, incrédule, demande comment lui, étudiant, a payé les dettes de l'orphelinat, espérant qu'il n'a pas emprunté. Il la rassure, posant sa main près d'elle, lui disant qu'elle peut se reposer sereinement. Il a gagné cet argent par son travail. Il dit qu'à l'école, son partenaire est très généreux, être son partenaire d'entraînement rapporte beaucoup de points de contribution. Nan. Grand-mère Yoon tousse faiblement et dit que Feng Gu est devenu un éveillé et qu'il aura sans aucun doute un bel avenir devant lui. Inquiet, il lui demande si elle va bien. Elle hoche doucement la tête et dit que c'est juste sa maladie habituelle et qu'elle se reposera un peu pour se sentir mieux ensuite. Grand-mère Yoon ajoute sérieusement qu'au lieu de s'inquiéter pour elle, il devrait prêter plus d'attention à l'examen de mi-session à venir. Curieux, il lui demande comment elle savait que l'examen approchait. Elle rit et dit qu'elle a oublié. C'est ainsi que sa gentille sœur a aussi traversé ces années. Il réfléchit, et un souvenir émerge au milieu des flammes. Sa sœur Ben-Yu a quelques années de plus que lui. Elle a déjà obtenu son diplôme et se trouve maintenant sur les lignes de front du champ de bataille. Grand-mère Yoon lui demande de bien se reposer à la maison avant l'examen, convaincu que ses notes seront encore meilleures que celles que Binge avait obtenues à l'époque. Ému, il promet qu'il le fera. Une fois sorti de la pièce, Fansu donne 20 points de contribution à Roro. Elle lève les mains pour refuser, demandant comment c'est possible puisque c'est bien plus que nécessaire. Vois-tu, explique-t-il, il ne revient pas souvent et ses points de contribution sont tout ce qu'il peut faire pour aider pour l'instant. Gênée, elle finit par accepter. Elle le mène à une pièce et mentionne que, par coïncidence, la chambre de Benju est vide, donc il peut y rester pour le moment. Il est d'accord. Elle l'avertit que s'il veut manger quelque chose en particulier, il n'a qu'à la prévenir. Il répond qu'il n'y a pas besoin de s'inquiéter, qu'il se débrouillera seul. Debout dans la pièce, il reste silencieux, observant un cadre photo. Il prend le cadre et fait remarquer que c'était la chambre où vivait sa sœur Benjia, se demandant comment elle se porte sur le front. Il remet le cadre à sa place et décide de mettre ça de côté. Le combat sur les lignes de front est encore très loin de sa réalité. Assis en tailleur sur le lit, enveloppé d'une énergie verte crépitante, il réfléchit que l'examen de mi-session et l'obtention de bonnes notes sont la seule façon d'aider vraiment grand-mère Yoon et les autres. Il commande, système, entre dans le monde des morts. Puis il retourne dans le monde des morts. Il fait remarquer que les monstres morts vivants aux abords de ce désert ne lui procurent plus aucune augmentation de niveau. Il se demande quel genre de monstre il rencontrera plus s'il avance en profondeur. Devant lui apparaissent de nouveaux ennemis, un groupe de guerriers squelettes armés, un archer encapuchonné et un autre avec une épée et un bouclier, enveloppés dans des capes en lambeaux et grondant les uns contre les autres.
En les observant de près, il remarque que leur équipement semble un peu plus solide, mais le reste est exactement comme avant. Les squelettes avancent. Fan se défend avec son bâton. Il commente, en évaluant la situation, que les monstres morts-vivants des profondeurs du désert ne semblent pas aussi forts qu'il l'imaginait. Soudain, il voit une flèche venir droit sur lui, l'esquive et observe attentivement. Il comprend. Il semble que leur intelligence ait un peu augmenté et qu'ils aient appris à coopérer entre eux. Il déclare qu'il éliminera d'abord l'attaquant à distance. Fan l'attaque et se demande comment il a réussi à s'approcher si près. Est-ce qu'il est Flash? Fan remarque un autre détail important. Non seulement leur intelligence a augmenté, mais ils ont aussi appris à utiliser des compétences. L'un des guerriers lève un bouclier qui émet une lueur verte, se préparant à l'impact. Le choc résonne, mais le bouclier résiste au premier coup. Sans hésiter, il lance une frappe fantôme, transperçant complètement la défense. Les bonus apparaissent, constitution +3, puissance de l'âme +0,3. Une pluie de flèches frappe le bouclier sans s'arrêter. Il lance la lance en os, touchant l'archer de plein fouet. Un dernier coup explosif consume la créature, et il absorbe la flamme bleue résiduelle. Encore des bonus, agilité +3, puissance de l'âme +0,3. Haletant, il soupire de soulagement et reconnaît que les profondeurs du désert du monde des morts sont plus dangereuses qu'il ne l'avait jamais imaginé. Une semaine plus tard, de retour dans le désert des morts vivants, 3 énormes cercles magiques, un rose, un violet et un vert s'ouvrent dans le ciel rouge tandis que de l'énergie bleue crépite à travers le paysage. Entièrement enveloppé d'une aura ombrageuse, un mage squelette s'élève. Il porte une capuche sombre et lève un bâton orné d'un crâne lumineux, tandis que des chaînes d'énergie verte et bleue serpentent autour de lui. Il lance ses attaques magiques sur Fan, qui bloque tout avec son bâton. Une des attaques le frôle de justesse. Repérant un ennemi encapuchonné devant lui, il avance d'un bond explosif. Bon. Ses yeux suivent la cible à grande vitesse. La frappe d'image résiduelle entre en jeu. Il percute l'adversaire dans une explosion de fragments de cristal verdâtre, et les bonus apparaissent immédiatement après, constitution +0,3, puissance de l'âme +0,3. Observant la scène froidement, il reconnaît que ces sacs d'os deviennent de plus en plus ridicules. Maintenant, ils ont même une équipe de 4 qui coopèrent entre eux. Un guerrier squelette musclé et blindé avance, griffes sorties, en rugissant. Les armes s'entrechoquent dans une succession de coups, avec des étincelles jaillissant dans toutes les directions. Serrant les dents, il reconnaît que cette force est trop grande, il n'a aucune chance de contre-attaquer. Alarmé, il se rend compte avec panique que les autres ont aussi réussi à se libérer des chaînes. Une silhouette sombre armée d'une épée apparaît, et réagissant instantanément, il active l'armure d'os tandis que des plaques osseuses se forment rapidement sur son corps au milieu d'explosions oranges. Il se prévient que si cela continue, même l'armure d'os ne pourra pas tenir encore longtemps. N'ayant pas d'autre choix, il libère son coup final, la charge du bouclier chariot. D'un coup de bouclier d'os, il repousse l'ennemi, générant une onde de choc qui ébranle le champ de bataille. Tenant toujours la lance, il pense qu'il a maintenant besoin d'une compétence plus puissante pour briser la défense de l'adversaire. Il fait appel au système et demande à améliorer la lance d'os. Le système détecte assez de matériaux pour perfectionner la compétence à un coût estimé de 10 points de puissance de l'âme. Il accepte et l'amélioration est terminée. La lance d'os a été perfectionnée. La nouvelle version de la compétence condense une lance d'os à lancer sur les ennemis, infligeant des dégâts physiques perforants, des dégâts de poison corrosif et des dégâts d'énergie de mort. La quantité, la puissance et la portée dépendent de l'attribut d'esprit et de la maîtrise de la compétence. Il observe l'adversaire, la lance à la main. Il crie d'avancer et lance la lance. L'attaque touche les cibles avec les 3 types de dégâts à la fois physiques, corrosifs et empoisonnés éliminant les ennemis restants. Fan se tient au milieu des éclairs bleutés qui crépitent encore autour de lui. La bataille terminée, une notification d'évolution apparaît, constitution et puissance de l'âme augmentent chacune de 0,5. Agilité et puissance de l'âme augmentent chacune de 0,3. Et force et puissance de l'âme augmentent chacune de 0,3 de plus. Toutes ces caractéristiques apparaissent à l'écran. Guerrier des os, rang fer noir inférieur. Force, constitution et agilité à 32. Esprit à 30. Équipé d'une lance d'os et d'une armure d'os de qualité blanche commune. Ses compétences incluent monarque des os et armement squelettique au niveau instinct de fer noir. Frappe brutale déjà perfectionnée. Charge et maîtrise des armes maîtrisées. Parade et cri de guerre au niveau compétent. Avec une puissance de l'âme totale de 20, du haut d'un crâne géant, le clone observe le territoire dévasté et note que les morts vivants au plus profond du territoire sauvage sont bien plus forts, ce qui a considérablement ralenti le rythme d'entraînement.
Il porte une main à sa tête et pousse un soupir de soulagement, disant qu'il était temps. La scène change pour le monde réel où Fansu passe une main dans ses cheveux. Il active la commande d'ouverture du panneau de statut. Son vrai statut est révélé, nécromancien. Rang apprenti intermédiaire. Agilité et constitution à 3,9. Esprit 6 dans un état d'âme divisé. Son équipement est l'ensemble de mage apprenti, chapeau, collier et 2 anneaux. Parmi les compétences enregistrées figure la méthode de méditation du monarque des os et l'invocation de squelette, toutes deux perfectionnées. Lance d'os et bouclier d'os au niveau maîtrisé, et entrave d'os, domination de squelette et sérénité au niveau compétent. Il accepte la proposition du système, qui détecte que la compétence monarque des os déjà maîtrisée sous sa forme de guerrier des os, a atteint le niveau instinct et peut servir de matériau pour dériver une compétence inconnue pour son corps principal à un coût estimé de 10 points de puissance de l'âme. La déduction réussit. La compétence de rang apprenti et de niveau compétent domination de squelette est née, ce qui augmente légèrement les attributs de base des morts vivants de type squelette sous son commandement, avec un effet qui évolue selon son esprit et son niveau de maîtrise. UD. Banks réfléchit que, jusqu'alors, ses compétences étaient exclusivement de type os et invocation. Avec cette nouvelle acquisition, ses techniques d'invocation recevront un énorme coup de pouce. Ruiru entre dans la pièce et l'appelle par son surnom, Xiaosu, lui rappelant que c'est aujourd'hui l'examen de mi-session et lui demandant de ne pas être en retard. Il répond qu'il est déjà prêt. Assis sur le lit, Fansu déclare que cette fois il aura de bonnes notes et gagnera plus de points de contribution pour aider l'orphelinat. Ruiru rit et lui dit qu'il est idiot. Il suffit qu'il prenne bien soin de lui, et cela rendrait déjà heureux elle et le directeur. Alors qu'il part, les enfants lui font signe et crient en chœur des adieux à grand frère Su, lui demandant d'apporter plus de nourriture délicieuse la prochaine fois. Il leur fait signe en retour et promet qu'il le fera. Dans la rue, en marchant, Fansu pense que la première place de cet examen doit être la sienne. Caché derrière des rochers, Liu le regarde s'éloigner. Il murmure que le garçon est enfin apparu. Sur le terrain de l'école, les élèves s'organisent en rangée devant 2 panneaux holographiques affichant les règles et le système de récompense du champ de bataille simulé, Yield. L'un d'eux fait remarquer que rien qu'en réussissant l'examen, on reçoit déjà des points de contribution supplémentaires, et un autre ajoute que les 10 premiers classés reçoivent aussi des récompenses supplémentaires. Un troisième arrive à peine à cacher son impatience de commencer. Dans les gradins, un étudiant blond observe le mouvement et dit qu'il regarde juste les bleus être des bleus. Se battre entre eux pour des points de contribution. Son compagnon encapuchonné est d'accord, soulignant qu'aucun des nouveaux venus n'a même atteint le niveau d'apprenti intermédiaire. L'instructeur barbu lui sourit et les avertit de ne pas sous-estimer les nouveaux étudiants de cette année. Le blond réagit avec surprise. Ailleurs sur le terrain, Jifan joue furieusement sur son téléphone, jurant parce qu'il n'arrive pas à gagner une seule partie contre Fanju. À proximité, quelqu'un fait un commentaire à son sujet, disant que ce bleu doit déjà maîtriser au moins 4 compétences. À côté de lui, Beyaoshan regarde les bras croisés pendant que Jifen se plaint que son rival n'est toujours pas apparu. Yeti répond que même s'il se montrait, il n'aurait aucune chance de gagner. Gagner. Fangu s'approche. Jifen pousse un grognement irrité tandis que Beyaoshan le salue avec excitation et l'invite à se joindre à eux. Jifen le défie à une compétition, voir qui sera le premier à terminer ce champ de bataille simulé. Fangu répond avec indifférence, dans ses pensées, Jifen affirme que toute la semaine il a suivi un entraînement d'enfer et maîtrisé des compétences bien plus puissantes, assurant que cette fois il battra Fanshu à l'examen. Biaoshen, pas impressionné, se moque de lui, disant qu'il dit toujours la même chose, et propose d'augmenter les enjeux. Celui qui perd devra défiler nu en faisant un poirier. Jifen répond qu'il peut défiler nu sur le champ, mais demande pourquoi il devrait aussi faire un poirier. Il reste muet, marmonne en réponse. Au loin, Suxinjian observe. Il demande si c'est là le nécromancien génial. Intéressant.